bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'avoir autant de personnes à m'écouter. Je remercie le Pays d'Art et d'Histoire d'avoir bien voulu m'offrir cette conférence. Cette conférence qui prend place, si vous voulez, dans une suite de recherches que j'avais effectuées pour l'année 2013, me semble-t-il. L'année 2013, j'avais effectué un tour d'horizon sur les architectures rurales sur tout le territoire du pays du vignoble nantais. J'avais effectué une sorte de relevé des maisons, des fermes, des exploitations en fonction des plans. C'était les plans qui guidaient, si vous voulez, mes catégories de maisons paysannes. Et ce n'étaient pas les matériaux, les toitures, ce genre de choses. Non. Pour moi, si vous voulez, l'architecture évolue parce que les plans évoluent. Et les plans évoluent en fonction de quoi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Les plans peuvent évoluer en fonction des aspirations des habitants, des communautés d'habitants. Il me semble que c'est là un des moteurs de l'évolution des bâtiments. Alors je vais, avec vous, tenter d'exposer les facteurs d'évolution de nos architectures rurales, banales, ordinaires, anonymes. Je ne parlerai pas de châteaux ni d'églises, je parlerai surtout de la façon d'habiter, des manières d'être, des manières de vivre, qui sont ici rurales et qui s'opposent par exemple aux manières de vivre déjà au XVIIIe siècle de la grande ville de Nantes qui est à côté. On verra, durant cet exposé, on verra qu'il y a des interactions entre l'élite urbaine, Nantes, les marchands, les habitants, les artisans, des interactions entre ces gens-là, les urbains, et puis aussi les campagnards du vignoble nantais. On verra aussi des interactions entre les élites des villes, mais aussi les élites des notables qui sont intégrées dans le tissu villageois. On verra donc ces interactions entre certaines élites et puis aussi comment ces élites, elles essayent de transférer leur manière de vivre et aussi leur manière de vivre, c'est aussi transférer des façons de faire des plans, de distribuer des pièces, de bâtir là et là des fenêtres, des portes, bref, de déterminer l'intérieur des maisons. Alors, les facteurs, ils n'expliquent pas un à un l'évolution des maisons. Les facteurs, ils se conjuguent, ils s'articulent. Donc, il ne faut pas considérer qu'une maison évolue avec une seule raison ou par une seule raison. Donc, je vais développer un plan en plusieurs parties, mais il faut avoir l'idée que finalement, toutes ces raisons vont se conjuguer pour que les maisons paysannes, les maisons de vignerons, finissent par évoluer. Le temps, la période que j'ai choisie, elle est un petit peu avant la Révolution française et elle va dépasser la Révolution française. Je me suis intéressé aux périodes là où les sources documentaires me permettaient d'établir des comparaisons, de faire des recherches. Donc les archives foisonnent à partir du XVIIIe siècle, chez tous nos notaires ruraux, de Valette, etc., de Vertou, etc., de Rezé, et ainsi de suite. Donc voilà, XVIIIe siècle, on est dans les années 1700. Et puis j'ai tenté d'établir, si vous voulez, le film de ces évolutions en dépassant la Révolution française. Et là, effectivement, on va s'intéresser à la guerre civile, aux guerres civiles qu'on appelle aussi les guerres de Vendée, qui ont touché notre territoire et qui vont affecter énormément de constructions et qui vont générer par là même un certain nombre de reconstructions. On verra que les guerres civiles sont aussi peut-être des moteurs marquants de l'évolution des plans de ces maisons paysannes. Bien. Notre territoire, il est... Je vais essayer de dire que notre territoire recèle beaucoup de ressources. Parmi ces ressources, on a évidemment les ressources du sol, de la végétation, mais il y a aussi les ressources issues du travail des hommes, et aussi des ressources dues, si vous voulez, aux ressources humaines. Voilà, les ressources sont aussi humaines. Et au cœur de ces ressources humaines, je vais focaliser les artisans du bâtiment. Difficile à identifier, difficile à cerner, les artisans du bâtiment sont tout de même les moteurs, les impulseurs de ces architectures rurales. Il est assez difficile de les lister, de les identifier, parce qu'un artisan, un couvreur par exemple, il peut être identifié sous le mot couvreur au XVIIIe siècle, et puis quelques années après, chez le notaire, on a la même personne, mais il n'est plus couvreur, il est noté cultivateur ou laboureur. Donc vous voyez, en fonction
des desiderata des greffiers, des notaires. Le même personnage peut être qualifié d'artisan, mais peut-être qualifié après de vigneron, puis peut-être qualifié de cultivateur. Bref, les dénominations sont fluctuantes. Alors, bien sûr, on a d'autres tics, on a d'autres manières de les identifier, notamment avec d'autres listes dont je parlerai dans le courant de cet exposé. 3 types de facteurs sont marquants pour moi entre donc la fin du XVIIIe siècle et puis les années 1830. Ces facteurs tournent autour, je l'ai déjà dit, autour des artisans, hein, des bâtisseurs. Voilà. Alors, ces bâtisseurs, dans une première partie, j'ai essayé de vous montrer qu'ils sont tributaires d'un droit contraignant. On est en Bretagne, le territoire qui nous occupe, c'est un territoire qui dépend de la coutume de Bretagne, avant la Révolution française. La coutume de Bretagne, c'est un ensemble de lois. Au préalable, elles étaient orales, puis elles ont été écrites par la suite. Ces lois, elles édictent les manières de succession, qui va succéder au tout de la tenue, les manières aussi de vendre, les achats, tout ça est rythmé par le droit. On ne vend que si on a en face de soi un personnage juridique qui va attester la véracité, l'authenticité de l'acte, etc. On ne vend... voilà. Donc le droit est très encadré, et c'est un droit de la coutume de Bretagne qui va encadrer aussi le droit de la construction, le droit des réparations et des reconstructions. Dans toute architecture anonyme, notre source, finalement, ça va être les archives notariales qu'il faut croiser avec le droit de la coutume de Bretagne. Donc, premier registre, si vous voulez, d'évolution encadrée par la coutume de Bretagne. Que doivent faire les artisans? Deuxième registre de facteurs qui vont faire évoluer les architectures, c'est les demandes et les aspirations de l'élite. L'élite, c'est l'élite urbaine, c'est les marchands, les prêtres, c'est aussi les hobereaux, hein, les nobles qui s'implantent aussi dans le tissu rural, c'est aussi les marchands aussi, hein, ceux qui par exemple achètent l'eau de vie. Eh bien, ces gens-là vont bâtir, les prêtres aussi, j'oublie les prêtres, ces gens-là vont bâtir et vont distiller aussi des manières de vivre et aussi des façons de bâtir. Et enfin, dernier registre, ces artisans... Dans ce deuxième registre, on a bien compris que les artisans vont répondre aux aspirations de l'élite dans notre monde rural. Dernier registre, ces artisans, nos bâtisseurs, vont aussi répondre, cette fois-ci, aux aléas des crises politiques, notamment cette guerre civile qui va affecter le nord du Sud-Loire, si je puis dire, jusqu'à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Et on verra comment, j'essaierai de montrer comment, ces artisans sont aussi tenus de bâtir au goût du jour, tout en conservant des traditions locales. Donc mon premier registre, voilà, le plan s'inscrit, mon premier registre, les artisans, nos ressources rurales, si vous voulez, nos artisans, doivent respecter un droit contraignant, le droit de réparation et les successions. Les ressources vives du territoire, les artisans. Alors les artisans, les voilà, ils sont derrière, ils sont présents. L'autre ressource, évidemment, les clients. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et les artisans sont aussi ceux qui digèrent l'offre et la demande, finalement. C'est ceux qui permettent d'écouler ce système d'offre et de la demande. Bien. Le droit de réparation. Les artisans vont se conformer à la coutume de Bretagne. Mais là, il faut revenir à la coutume de Bretagne. Est-ce qu'on a le droit de construire n'importe comment? Avant la Révolution française. En Poitou, en Auvergne, en Bretagne, ceci, cela. Non. Il y a des droits très encadrés. Et nos droits de l'urbanisme ont beaucoup pris, hein, le Code civil a beaucoup pris aux anciennes coutumes écrites. Comment que ça se passe? On est un vigneron, on est un fermier. On veut faire construire. Les phases de la construction. Eh bien, on est commanditaire, on est vigneron, que sais-je, on est fermier. Ensuite, on va contacter l'autorité. L'autorité, c'est à la fois l'autorité juridique, mais ça peut être aussi un seigneur qui va vous octroyer une partie de terre, un lot. Bien. Le seigneur va donner les dimensions des constructions. C'est ainsi. Le seigneur donne les dimensions des constructions en pieds et pouces. Et puis, à la suite de quoi, le commanditaire, on laisse le seigneur, le commanditaire va apporter, par l'intermédiaire d'une terre, apporter le marché qui sera mis aux enchères. Ça se passe comment? À la sortie de messe. J'ai des exemples sur Oudon, sur Saint-Julien, etc., de Concelles. À la sortie de messe, à 11h du matin, pardonnez-moi, on est le dimanche, eh bien, il y a des bannis. Les bannis, ce sont des proclamations orales au cours desquelles on dit que monsieur un tel veut faire bâtir une maison,
Et on a requis les artisans de telle et telle paroisse qui sont là pour discuter et emporter le marché d'une maison qui mesurera tant de pieds sur tant de pieds, et ainsi de suite. Et là, les enchères commencent. C'est donc au moins 10 ans que peut s'établir la construction de la maison à qui on va donner l'artisan qui bâtira. C'est au moins 10 ans. Alors, une maison, ça peut coûter, à bâtir, ex nihilo, ça peut coûter 1200 livres, ça peut coûter 800 livres, ça peut coûter, bon, plusieurs centaines de livres, avec évidemment tout un échantillonnage en fonction du volume. Le marché est mis aux enchères. L'artisan et le commanditaire vont devant notaire pour officialiser et signer le marché. Durant le marché, on en verra un exemple, je ne vais pas tout dire là, le marché édicte les dimensions, les matériaux, les délais. Les marchés sont difficiles à trouver, c'est des pièces très très rares. Sur, admettons, peut-être 12 000 feuillets, je peux comptabiliser peut-être une vingtaine, une trentaine de marchés de construction. 12 000 feuillets d'archives notariées, ce qui est très peu. Ça veut dire que les constructions peuvent être faites de manière illicite. Ça peut dire on peut dire aussi qu'il y a des marchés oraux, sans être clandestins, mais en tout cas on essaie de détourner la coutume. Bon, tout cela peut avoir lieu, c'est ainsi. Bien, ensuite à l'artisan d'effectuer l'approvisionnement du chantier, à l'artisan de recruter des tâcherons, de recruter des manœuvres. Assez souvent, c'est un maître maçon qui a la conduite du chantier. Sous ses ordres, il y aura le charpentier, il y aura les tâcherons. Sous ses ordres, il y aura le couvreur, le menuisier. Ça se passe comme ça. Rarement, un charpentier prend, si vous voulez, l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. C'est rare, c'est rare. Bien. Au cours du chantier, il va y avoir les experts. Qu'est-ce que c'est que ça, les experts? Ça existe aujourd'hui dans nos constructions tout à fait contemporaines, aujourd'hui dans le droit de l'urbanisme. Les experts sont des artisans eux-mêmes, des maçons. Et c'est eux qui ont pour charge de vérifier l'avancement des travaux selon les règles, car on construit selon les règles. On construit avec des murs de tant de pieds de large, on construit avec des fenêtres qui ont telle proportion, on construit avec des matériaux durs à la base, et puis petit à petit, les moellons ont des registres, des modules de plus en plus petits. Bref, il y a des règles. Et ces règles sont très cernées au niveau territorial. On ne bâtit pas, globalement on bâtit partout pareil, si vous voulez, de la Bretagne, de Crozon jusqu'à Clisson, on bâtit partout pareil, voilà en gros. Mais il y a peut-être des tours de main. Il y a peut-être aussi des choses à éviter. Voilà, les pierres de seuil, par exemple, doivent peut-être être en schiste ou en granit, ceci, cela. Bien. Les experts, donc, ils contrôlent l'avancement de la construction, au début, au milieu et à la fin du chantier. C'est eux qui valident. Ce sont un petit peu nos vérificateurs aujourd'hui, finalement. Vérificateurs du bâtiment. Ils valident ou pas la construction, et ça se termine avec des libations le jour de la réception. On paye en 2, 3 parties, etc. Et enfin, il y a un rituel qui s'appelle la prise de possession. Je n'ai pas le temps de l'évoquer ici. La prise de possession, c'est finalement aujourd'hui, la survivance, c'est la pendaison de la crémaillère. On se livre aussi à un simulacre, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ça peut peut-être faire partie d'un autre sujet. Volontairement, donc j'avance. Bien. Au sein de ce droit de la construction, comment évoluent les maisons? Eh bien, on constate une chose. Assez souvent, très couramment, les maisons sont modifiées, les maisons sont réparées, les axes de distribution sont bouchés ou sont prolongés, les fenêtres sont murées, des refends, des cloisons sont posées, etc. À quel moment on fait ça? Lors des successions, donc lors des décès. Les exemples sont multiples. Et finalement, ça nous renvoie, c'est notre miroir finalement, puisque nos sociétés, nos modes de fonctionnement familiaux fonctionnent aussi selon ces rythmes familiaux. Lorsqu'il y a décès, succession, il y a des travaux qui démarrent, c'est ainsi. Donc cette façon d'être, cette manière d'être, elle est ancrée, si vous voulez, dans nos rapports intimes avec l'immobilier, avec la maison. Alors, on peut avoir énormément d'exemples. J'en ai choisi un sur, par exemple, Saint-Lumine-de-Coutais. Un menuisier meurt, Joachim Monnier meurt, on est en 1748. Et là, on va se décider à vendre la maison, mais auparavant, on va la réparer. On ne va pas changer beaucoup de choses, puisqu'on va raccommoder les portes et les maisons, avec des planches de bois qu'on refuse à la vente, si vous voulez. Ça, c'est une petite réparation menue. D'autres types de réparations, c'est quand les maisons vont être
Alors, je ne sais pas si j'ai la maison. Voilà, à Château-Thébault, par exemple, un acte notarié. On est en 14, on est donc à peu près en 1806, par là. Partage à la succession de leur beau-père au village de la Basse-Poterie. Et là, c'est une maison dont on va boucher les portes de communication. Dans une maison, il peut y avoir plusieurs chambres. Chambre, ça veut dire des pièces centrales avec une cheminée indépendante. Ça fait partie, si vous voulez, de la partition au préalable de ces maisons. Et puis, eh bien, à la succession, on va partager la maison en deux. À l'intérieur, on va boucher peut-être l'unique porte et on va se déterminer à ouvrir une porte qui va desservir telle chambre ou telle pièce. De même de l'autre côté. Donc, à l'issue des successions, des partages, sous l'Ancien Régime, il y a déjà, vous savez, ces murs de refend qui se continuent par un mur extérieur. J'en ai 1000 et 1000 exemples, si vous voulez, sur Rezé, sur Vertou, etc. Ça veut dire que dans l'évolution des sociétés, dans l'évolution des manières d'habiter, on est en proie, si vous voulez, on est sur une trajectoire dans laquelle les familles et les groupes familiaux, au fur et à mesure de la trajectoire de l'histoire, se referment sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les voisins nous regardent, donc voilà, on va maçonner un mur qui va empêcher la vue. Le prospect, on disait ça autrefois. Ça existe déjà dans la coutume de Bretagne. Le prospect, c'est un mot tout à fait de l'urbanisme contemporain, etc. Bien. On peut aussi boucher, je vous ai dit, on bouche les escaliers, cette partie-là va être dévolue à telle famille qui n'aura pas accès au grenier. Et donc on a à l'intérieur des maisons des itinéraires complètement biscornus, avec lesquels on s'arroge, on s'approprie des espaces qui ne seront plus alors mitoyens, plus familiaux, etc. Donc on va après pouvoir louer, voire sous-louer à des groupes familiaux distincts. Donc le premier registre, si vous voulez, d'évolution des maisons, c'est à travers les plans, peut-être avec des aspirations là, de renfermement du groupe familial, de l'intimité naissante. Voilà. Porte de communication, boucher à réquisition à commun frais, on en a 1000 et 1000 exemples sur tout notre territoire. Alors je peux raccommoder, je m'aperçois que je vais très vite, je peux raccommoder d'autres exemples. Par exemple, il y a un bail du moulin de la Jousselinière en Valette, qui n'est pas très loin d'ici, le bail de la Jousselinière. Alors, les décès, les baptêmes, les naissances, mais aussi les mariages. Les mariages peuvent être aussi l'occasion des partitions, hein, des successions avant décès, hein, des avances de succession. Au moulin de la Jousselinière, qu'est-ce qu'on a? On a en 1762, on a appris que le propriétaire, c'est un noble, hein, il fait bâtir une chambre supplémentaire. On est en 1762, depuis quelques années. 3 ans après, en 1765, un nouveau bail. On va donner, le noble va laisser le moulin à une autre famille, la famille Thomas. Celle-ci, elle s'engage à nourrir et à coucher les ouvriers qui seront employés à la réparation. Mais c'est riche ce genre de choses, parce que ça nous dit que les ouvriers, qui sont des itinérants tout de même, les ouvriers, lorsqu'ils sont requis pour ce genre de construction de réparation, ils sont nourris sur place. Ils sont logés sur place. J'ai un autre exemple pour l'église du Clion, près de Pornic. Près de Pornic, on est là dans les années 1600, c'est pareil. Les ouvriers, les maîtres maçons, qui sont itinérants sur plusieurs paroisses, des fois, eh bien, ils sont nourris chez la veuve machin, et ainsi de suite, etc. Je crois que ça fait partie, finalement, des traditions, puis aussi des façons de bien-être et de bien vivre, hein, entre soi, dans les campagnes. Bien. En avril 67, je continue la Jousselinière, les travaux. Avril 67, on est 2 ans après. Le père Thomas, il fait une avance en succession à ses enfants, dont les noces auront lieu le jour même. Avance en succession, et hop, après on va à la noce. Et enfin, ça c'est en avril, en juin, l'un des fils, Pierre, il sous-loue à son frère. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a eu des partitions et des repartitions, on a construit une chambre préalable, pour prévoir la distribution à tel et tel membre de la famille. Voilà. Bien. Je ne vais pas m'appesantir sur le cas des experts. Peut-être rajouter ceci. Lorsqu'il y a réparation, le propriétaire décide des réparations lourdes. C'est comme aujourd'hui. Le locataire peut prendre à sa charge les réparations locatives. C'est un terme de la coutume de Bretagne. Entre les deux, normalement, il y a des cas très précis. C'est-à-dire que des murs de refend, des murs de maçonnerie, ça fait partie des réparations lourdes. Par contre, tout ce qui est usé par l'usure des vaches, des pattes d'animaux, des sabots, des pierres de seuil, des fenêtres, etc., ça fait partie des réparations locatives, au même titre que les couvertures, réparations locatives.
Tout ça est régi par la coutume de Bretagne. Donc on ne répare pas comme si on était pleinement propriétaire. On ne répare pas à sa tête. On ne répare pas selon, voilà, selon ses aspirations propres. Non, tout ça est très encadré. Alors pour cela, dans les grandes propriétés, comme dans les auberges, j'ai le cas sur Houdon, dans les auberges, eh bien, dans une auberge, un cas d'auberge, on va procéder à la réquisition de 3 experts. Souvenez-vous des experts à l'instant. Les experts, ce sont des maçons, des maîtres d'œuvre, donc des gens du métier, et c'est eux qui vont dire ce qu'il faut faire, et selon les règles de l'art, comment on devra réparer. Par exemple, les tomates, hein, donc le carrillage, la terre cuite, comment ça devra être réparé. Comment aussi on devra réparer tel ou tel mur. Ah, il y a une poutre qui est en train de tomber, elle est cassée, il faudra mettre un étai avant, etc. On a là-dessus, dans les registres des notaires, encore une fois, on a des sources qui sont très riches sur le devenir, l'évolution de ces architectures anonymes, méprisées par les historiens. Donc on a de quoi travailler sur ces sujets. Bien. En conclusion de cette première partie, ces artisans, eh bien, ils obéissent à ce droit de la construction, à ce droit des réparations. Et on a là des sources très concrètes. Outils, matériaux, délais, façon de faire. Hein, voilà, ce sont des termes de métier aussi qui sont employés. En conclusion, donc, ces familles, ces artisans doivent s'articuler pour se contraindre à respecter le droit de la coutume de Bretagne pour réparer. On a là donc un exemple, des exemples finalement de réparation concrète et d'évolution concrète des plans. Deuxièmement, Deuxièmement, comment ces artisans peuvent-ils répondre aux aspirations des élites? Les élites, ces gens de la ville, les urbains, mais aussi les notables transplantés qui ont fait leurs études chez les jésuites, hein, par exemple, au XVIIIe siècle, et qui sont implantés dans nos communes, dans nos paroisses, Saint-Julien, Vertou, Vieille-Vigne, etc. Alors cette fois-ci, un autre registre d'évolution des plans, ça va être ce que les élites apportent dans les manières de vivre, qui vont être reprises par les paysans, par les vignerons. Ils apportent des manières de vivre entièrement nouvelles. Il sera là l'occasion d'expliquer un petit peu l'hygiénisme, qui va être, si vous voulez, l'idéologie, en tout cas le contenu qui va être à l'origine de l'évolution des plans, les manières de vie urbaine. Voilà. Je vais commencer par le plan d'un presbytère. Presbytère, là on est à Clisson, presbytère de Clisson. On est en 1849 et on va faire, si vous voulez, la visite de ce presbytère. Alors le voyez-vous, voilà, bon, c'est une symétrie, on est, voilà, les sous-linteaux sont au même niveau, etc. Tout ça est très architecture urbaine et savante. Hein. Et puis on va se promener à l'intérieur de ce presbytère et on va voir comment les manières de vivre sont implantées dans le monde rural avec ce prêtre qui a fait sans doute ses études dans des instituts catholiques, hein, à Nantes sans doute, hein. Un presbytère à Clisson. Et bien voilà, un prêtre, c'est prévu donc pour un prêtre. Un prêtre va avoir un intérieur qui est déjà très séparé, très partitionné, si vous voulez, très partitionné, très distribué, très séparé. Il y a une salle, il y a un salon, il y a une cuisine. Le salon est séparé de la cuisine parce que dans le monde paysan, salon n'existe pas, il n'y a que la cuisine. Le salon, c'est là où on termine le repas, si vous voulez. Hein, le repas avec les convives, hein, qu'on a soigneusement choisis. Voilà, c'est la salle d'apparat. Et après, on va peut-être parler au salon pour faire signer ou voilà, faire avancer les affaires. On a aussi une alcôve qui peut être, ça peut être aussi là où dort la servante, par exemple, hein, ou ça peut être aussi des registres de rangement, une alcôve. Voilà. Si on monte à l'étage, on monte à l'étage ici. Eh bien, le prêtre va avoir sa chambre à lui, chambre de monsieur le curé, qui sera séparée d'autres chambres d'invités. Mais il faut parler aussi du cabinet. Le cabinet, le salon, la salle d'apparat, ce sont les importations des manières de vivre urbaines. Dans le monde rural, les presbytères, dès les années 1700, 1702, 1740, les presbytères vont être les premiers modèles d'importation en dur de ces manières de vie urbaines. Et on est là à l'époque encore de Louis XIV, 1700, mais ça peut être aussi plus ancien, bien entendu. Mais dans notre cas, du territoire qui nous occupe, on est dans ces eaux-là, 1700, 1850, les manières de vie urbaine. Elles traduisent quoi? Elles traduisent que l'intimité, elle est naissante, elle est patente, elle est même criante. Le prêtre peut lire dans son cabinet, il peut s'isoler dans son cabinet, il peut laisser libre cours aux affaires de l'esprit, de la prière. Il y a même un oratoire. Bref, ce sont des architectures qui sont non pas destinées au collectif, mais qui sont destinées à l'individu,
on est là encore dans la trajectoire de la construction d'individus. C'est quelque chose qui a marqué l'Europe occidentale et qui s'est disséminé dans le monde entier. Donc les plans traduisent les manières de vivre urbaines. C'était le cas de ce presbytère. On en voit la trace dans d'autres bâtiments, la cure de Saint-Fiacre par exemple, où là les manières de vie urbaines, elles sont externalisées, si vous voulez, extériorisées par l'adhésion à la symétrie, toc, 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 la régularité, il y a des mêmes dimensions de ici et de là, et ainsi de suite. Bref, tout cela est extrêmement bien calculé, normé, mais c'est aussi une architecture pour surveiller, puisque de l'étage, on va surveiller toutes les activités rurales qu'une cure peut avoir. Il y a une basse-cour, il y a du bétail, et ainsi de suite, il y a des cultures. Voilà. Donc le prêtre, c'est aussi un exemple, et un exemple qui surveille, un exemple qui montre qu'il est au-dessus de la hiérarchie. Ces architectures-là, elles montrent que la société est hiérarchisée. Les architectures, ce n'est pas le fruit du hasard, si vous voulez. Les manières de vie urbaines ont pour conséquence l'adoption de la symétrie par percolation. Mais là, c'est un exemple parmi mille. Je ne connais pas le destin de cette maison à la Hautière. Là, on va voir aussi la symétrie et la conquête de l'étage. Dans mes premières recherches sur le territoire, je constatais avec vous, avec certains d'entre vous, je constatais que les maisons étaient basses, il n'y avait pas d'étage. La conquête de l'étage, c'est aussi un attribut de la modernité. C'est aussi un attribut de la trajectoire de l'urbain dans le monde rural. Alors, qu'est-ce qui nous amène, en dehors de ces attributs plutôt intimistes, les urbains, les marchands, les prêtres, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous amène? Il nous amène un programme, un contenu qui s'appelle l'hygiénisme. En effet, dans notre département, comme en Bretagne, les maisons rurales ont été visitées par les élites assez tardivement. Les premiers personnages à visiter les maisons rurales, y compris ici, mais en Bretagne, ce sont les médecins. Et les médecins vont établir un catalogue très négatif de ces architectures et de ces manières de vivre. Qu'est-ce que stigmatisent les médecins? Là, je suis où? Je suis à Ancenis. Ancenis, on n'est pas très loin d'ici. Je vous lis. Les habitations sont-elles bien aérées, bien salubres, ou sont-elles une cause de maladie? Donc voilà, c'est des registres, on est en 1827. Dans la ville et les bourgs, les maisons sont assez bien percées. Dans les campagnes, elles sont souvent dépourvues de fenêtres. Donc nous, aujourd'hui, on a manqué ce stade-là, où les maisons étaient dépourvues de fenêtres, les maisons aveugles. Il y en a certaines encore, qu'on peut encore photographier, et encore à la limite. Les maisons sans fenêtres, ça a existé. Nous, on est passé à un autre registre, une autre nappe, à supplanter ce registre des maisons sans fenêtres. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? Les maisons sans fenêtres, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que les médecins sont tributaires d'une idéologie, si je puis dire. C'est une idéologie de la santé qui s'appelle l'hygiénisme. En effet, dès cette époque-là et dès 1750, les médecins sont persuadés que si les maisons n'ont pas d'ouverture, l'air à l'intérieur des maisons va foisonner en germes, on ne disait pas les microbes, va foisonner en germes. Et si vous voulez, la mort, les maladies, tous les malheurs des populations paysannes, elles sont dues au fait que l'air ne se renouvelle pas. Les plafonds sont bas, il n'y a pas d'ouverture de fenêtres suffisante, etc. Bref, les médecins vont se muer en architectes et ils vont prescrire, eux, des maisons idéales, des maisons de paysans idéales. On est dans ce cas-là. Alors, j'ai d'autres exemples. Sur Savenay, par exemple, qu'est-ce qu'on met en cause? On met en cause quoi? L'encombrement des meubles dans les maisons, quand on pénètre dans les maisons paysannes. Encombrement des meubles, l'obscurité, la communication des écuries avec les appartements. Les écuries, on dit écurie aux vaches en Bretagne. Écurie, c'est pas simplement pour les chevaux. Écurie aux vaches, écurie aux cochons, sur Questembert, etc. Écurie aux cochons. Bien, bon, qu'est-ce qu'on stigmatise? Finalement, la cohabitation des hommes et des bêtes. Ça, c'est pourfendu par la médecine. Qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi? On n'aime pas que plusieurs générations vivent dans la même pièce. Les grands-parents, les parents, les enfants. Ben non, on ne veut pas que les enfants puissent voir les parents procréer, par exemple. Voilà. L'hygiénisme, c'est aussi une religion de la morale, si je puis dire, morale laïque. Bien. Voilà. Toute la famille ne couchant point dans une chambre commune, l'air extérieur se renouvelle plus facilement, etc. On est dans ces registres-là. Encore à Saint-Liphard, en 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale, à Saint-Liphard, on critique encore la salle commune. Une seule pièce commune est actuellement utilisée pour la cuisine, les repas et pour dormir. Les lits sont par deux, effectivement. On dort encore à 3 ou 4 dans les lits.
Et c'est encore du siècle passé, il n'y a pas tellement longtemps. Et qu'est-ce qu'on stigmatise encore? À Savenay, à Saint-Julien-de-Conseil, Vieille Vigne. Alors là, Savenay, 1829. Les écuries sont peu éloignées des maisons. Si elles y touchent, elles en sont séparées par des murs épais pour empêcher l'odeur des étables de pénétrer dans les appartements. On est dans l'hygiénisme parce que l'hygiénisme considère que l'odeur des vaches génère, entraîne, foisonne, transmet des germes. Donc le médecin va devenir architecte puisque ces recommandations au départ de santé, de salubrité publique, vont devenir des préceptes architecturaux. Dans les maisons urbaines, dans les maisons faubouriennes, là où il y a encore des bêtes, aux portes de Nantes, on va séparer de plus en plus les bêtes des hommes. On va construire des murs de séparation, des murs de refend. Et de plus en plus, le logis va être séparé de l'étable. C'est un facteur, là aussi, d'évolution des mentalités, en même temps d'évolution des architectures. Alors, cette notion d'odeur qui ne doit pas transiter dans le logis, elle est quand même mue par une idée, par une notion. Cette notion, c'est la notion de seuil de sensibilité, le seuil de gêne aux odeurs. On sait maintenant que le seuil de gêne aux odeurs animales, c'est le produit de l'éducation. C'est le produit d'une éducation urbaine, lettrée, de l'élite finalement. En effet, chez l'élite, chez les nobles, chez les prêtres, etc., l'odeur des vaches, c'est devenu insupportable. Et c'est enseigné dans l'éducation de ces gens-là. Ça fait partie de leur milieu, ça fait partie aussi des signes de reconnaissance au sein des milieux d'élite. Le seuil donc des odeurs devient un marquant social et devient là aussi un moteur générateur de nouveaux plans, puisqu'on va modifier les intérieurs des maisons paysannes. Donc l'élévation du seuil de sensibilité a un impact sur l'évolution des plans. On ne veut plus de communication directe entre l'étable et le logis. Les étables seront dans des lieux séparés. Qui sont les premiers ruraux à être sensibles à ces seuils? Eh bien, premiers ruraux, si je puis dire, les premiers cultivateurs ou les gens de la terre, si vous voulez, eh bien, c'est les cultivateurs aisés. Déjà avant la Révolution française, on les appelle les laboureurs, sur des vignerons aisés, etc. Si on fait un petit peu de généalogie, ces vignerons aisés ont de la famille sur Nantes, des marchands qui écoulent la marchandise. Au terme d'alliance avec d'autres vignerons, d'autres marchands, finalement, les manières de vivre urbaines qui séparent les odeurs finissent par percoler, mais à quel rythme? À percoler dans les campagnes tout de même. Donc, facteurs d'évolution, ce sont des facteurs plutôt d'éducation, ces seuils olfactifs. Dans notre presbytère de tout à l'heure, on a vu que la chambre du prêtre était la plus éloignée de la cuisine, des odeurs de cuisine. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est un marqueur. Et on ne place pas les pièces au hasard dans un presbytère comme dans une maison, et même aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des tas de ventilation mécanique, etc. Bien. Cette montée des seuils va entraîner leur traduction dans la loi. Alors oui, je suis dans les lieux d'aisance. Voilà, traduction dans la loi. Dans la loi sur les constructions, la salubrité publique, là, si vous voulez, les odeurs, qui sont au départ privées, les seuils sont privés, les odeurs, ça va devenir un enjeu public, traduit dans la loi, par monsieur le maire, par monsieur le préfet. Et ça va être appliqué dans les registres et dans les registres municipaux. Voilà, je cherche. Bon, par exemple, Pornic, 1826, rapport d'un comité d'hygiène. L'administration municipale qui intervient dans les villes pour forcer celui qui veut bâtir à bâtir dans un alignement déterminé. La municipalité ne devrait-elle pas intervenir dans les campagnes pour régler à quelle hauteur extérieure sera établi le sol des maisons et pour exiger un nombre suffisant d'ouvertures pour le renouvellement de l'air? Très clairement, ça veut dire qu'après la Révolution française, dans les années 1820, la traduction de ces seuils, etc., des choses qui étaient en germe au siècle précédent, la traduction, elle est effective. Elle commence à s'accomplir dans les communes. Alors j'ai Pornic, bien sûr, j'ai Basse-Goulaine. À Basse-Goulaine, on commence à dénoncer, monsieur le maire dénonce le mauvais entretien des rues, le fumier, les odeurs, le fumier. Le fumier, on met sous les fenêtres. Non, il faut que ce soit déblayé et de moins en moins visible. Tout ça va affecter l'organisation intérieure des bâtiments.
Ensuite, il y a plusieurs strates encore, hein. La commune de Bousset qui va avoir des urinoirs à partir de 1939, premier urinoir municipal, Bousset. Bref, on est capable d'établir finalement l'histoire de l'implantation en dur de ces seuils de gêne qui étaient autant de marqueurs sociaux, mentaux, dans la réalité et dans les plans. Donc l'évolution des architectures, elle dépend aussi, hein, du rythme auquel les lois ont été pondues puis appliquées. En gros, c'est ça. Donc l'architecture, elle a encore à voir avec les contraintes du droit, finalement. Bon, Saint-Fiacre, j'ai des registres municipaux, etc., pour les constructions neuves en briques, etc. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer de manière très illustrative? Les lieux d'aisance, donc, ça devient un incontournable des aspirations municipales. Donc, au bourg d'Aigrefeuille, on va vendre des propriétés, une ou des propriétés qui auront des latrines, et on le souligne. C'est-à-dire que c'est un certain marqueur, ça aussi, pour des gens d'une certaine catégorie sociale. On va le marquer, parce que ce n'est pas si fréquent que ça d'avoir des latrines. La traduction, si vous voulez, avant la Révolution française, de cette évolution des seuils de gêne olfactifs, seuil éducatif aussi, seuil de mentalité, elle est visible quand même chez les demeures nobles, bien sûr, mais chez les demeures roturières, hein, chez les anonymes aussi, mais d'un certain standing. Là, je suis à mon contour et je découvre par exemple que tout près du lit, on a ménagé le cabinet de toilette pour faire ses besoins. Alors évidemment, ça rentre en contradiction, en tout cas, voilà, c'est très fluctuant, si vous voulez, puisque là, on est au contact des odeurs, finalement. Mais enfin, c'est prévu à l'intérieur des maisons. Les latrines privées, prévues à l'intérieur des maisons, c'est les premiers apports de confort, si vous voulez. Les latrines sont là, le lit était là. Mais on peut être fidèle aux latrines, aux toilettes, qui sont situées hors la maison, dans des bâtiments, dans la cour par exemple. Là, je suis dans un milieu urbain, on entre dans ce bâtiment, et hop, il y a des latrines. Là, on peut même discuter, il y a une patère pour mettre son manteau. Bref, il y a tout le confort. Et remarquez aussi le lambris à hauteur d'homme, pour ne pas avoir froid au rein, que sais-je, la patère pour discuter, etc. Tout ça, ça date du XVIIIe siècle. Il est un petit peu dommage que que ça ne fasse pas partie, si vous voulez, des éléments peut-être à protéger, à prendre en compte dans une histoire là aussi du patrimoine ordinaire, banal. Et c'est moins stupide ou moins trivial que ça n'en a l'air, si vous voulez. C'est en cela que je voudrais insister. Voilà, bien. Et finalement, bon, on reste fidèle aux pots de chambre. Bon, voilà, on reste fidèle aux pots de chambre à l'intérieur des maisons depuis évidemment des millénaires. Et un des maçons que j'aurais, un artisan que j'aurais plaisir à vous exposer là tout à l'heure, un artisan possède aussi des sièges percés, là, le siège percé. Mais cet artisan, il est un petit peu en lien aussi avec les manières de vivre urbaines, puisque un de ses frères est avocat, frère ou beau-frère, est avocat à Nantes, rien que ça. Donc on peut établir, si vous voulez, des espèces de filiations comme ça, des manières de vie urbaine, par les généalogies. Il est possible de le faire. Mais attention, là, il faut vraiment prouver, être très rigoureux, et ça demande beaucoup de recherche, là, beaucoup de vérification en tout cas. Bien. Donc, règlement municipal de Saint-Fiacre, le chaulage, hein, la prophylaxie, hein, la lutte contre les parasites hein, est instituée par des règlements municipaux, alors que c'était accepté. Hein, le chaulage, l'intérieur des églises, hein, la chaux à l'intérieur des églises était accepté, on y adhérait. Et là, maintenant, on est dans l'architecture rurale et ça doit être fait. Alors, au mois de mai, hein, quand j'interroge des gens au XXe siècle, hein, c'était au mois de mai que ça devait se faire. Il pouvait y avoir des experts visiter les fermes. Hein, là, je parle du centre-Bretagne hein, pour ça. Donc, c'était encore dans les années 50-60 que c'était obligatoire, la prophylaxie par le chaulage. Bien. Alors, je lis, hein, je résume. Hein, écuries et étables seront bien aérées. Règlement municipal de Saint-Fiacre. Voilà. Bien. Tout ça va modifier les architectures aussi, les mentalités. L'un ne va pas sans l'autre. Bien. Maintenant, nos ressources, elles sont étonnamment vivaces puisqu'elles vont répondre à un défi, le défi des reconstructions après les guerres de Vendée, guerre civile ou guerre de Vendée. Bien, les guerres de Vendée et guerres civiles, elles ont lieu entre 1793 et 1794, puis ça va perler jusqu'en 1800, l'époque napoléonienne aussi, hein, et ça va perler jusqu'à la Restauration. On est dans les années 1820 encore, il y aura encore des remous chouans et vendéens. C'est ainsi.
Reconstruction après les guerres civiles. Où en est-on? Déjà, problématique, il y a peu de bâtiments qui arborent des dates, des datations. Vous savez qu'en France, il y a énormément de régions datantes, c'est-à-dire qui datent leurs bâtiments. Ici, dans notre sud-Loire, il y a peu de dates que je repère. Alors il faut les voir, il faut visiter, il faut entrer dans les maisons, il faut voir les ruines, etc. Il faut y aller. Elles sont des fois chaulées ou elles sont repeintes au sang de bœuf, quoique j'y crois plus maintenant, hein, on est quand même en 2019. Celles-ci sont gravées avec vraiment ces façons, avec un éclectisme des lettres. Hein, François Thomas, 1801, on est vraiment dans cette époque-là. Reconstruction. Moi j'y crois, oui j'y crois, puisqu'on va faire converger plusieurs facteurs. Bien, on est dans ce domaine, on est dans cette époque très fluctuante et très agitée, où le Sud-Loire, la Vendée, va évidemment résister aux exactions des Vendéens. Les exactions, des républicains, pardonnez-moi, des troupes républicaines. Les exactions républicaines que j'ai pu recueillir et qui vont nous servir pour notre exposé sur la reconstruction, eh bien, elles s'échelonnent de 1793 à 1794 et elles touchent le Palais, Saint-Lumier de Clisson, Vieille-Vigne, Saint-Sébastien, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Philbert, Remouillé, Rezé, Pont-Saint-Martin, Genéton, Léger, Monnières, Médon, Le Leroux, Vertou, Mousillon, Saint-Fiat, je passe. Notre territoire a connu ces exactions. Notre territoire a connu la violence. Les architectures, elles ont subi des violences, des exactions, et je ne parle pas là des populations, qui est un autre registre, mais ce n'est pas notre sujet. Donc des régions datantes, l'Auvergne, la Bretagne, etc., on arbore fièrement des dates. Rien de tel dans notre Sud-Loire. Absence de date, c'est quand même assez flagrant. Bien. Quelles sont nos sources? Nos sources sont, alors à la faveur là, de rencontres riches avec les personnes, les habitants, c'est les traditions orales, ce qui s'est conservé. Par exemple, là je suis à la Rebourgère, hein, c'est Médon-Monnières, je suis à la Rebourgère et un témoignage oral, des gens me disent, voilà, avec fierté en tout cas, avec émotion, hein, c'est sûr, hein, voilà une maison qui a été reconstruite après les guerres de Vendée, etc. Alors évidemment, il faut que je puisse vérifier, mais ça fait partie de nos ressources finalement, écouter les habitants, parler de tout ça, c'est partie aussi de leur fonds patrimonial, tout ça nous intéresse, ça doit nous intéresser. Autre source possible, ce sont évidemment les archives. Alors, quelle sorte d'archives? J'en ai deux sortes. Les registres des notaires. Registres des notaires qui établissent, lors d'une vente de maison, dans quel état est la maison. Alors là, je suis à Beau-Soleil, à Château-Thébault. Second lot, alors c'est pareil, décès, partage, reconstruction, sous-location, vente, réparation, et ainsi de suite. Ce second lot aura, dans la commune de Château-Thébault, etc., la portion d'une maison nommée Beau-Soleil, contenant deux chambres basses, donc salle, au rez-de-chaussée, dont une servant de cuisine actuellement incendiée, etc., salle où demeure actuellement, etc., un logement de pressoir, etc., une chambre, là aussi incendiée. Il y a des centaines de mentions de maisons incendiées, des centaines de maisons incendiées relatées dans ces archives. C'est là une source pour, là aussi, l'histoire des maisons, l'histoire des reconstructions, bref, leur évolution. C'est ce qui nous importe. Voilà. Notre territoire regorge de ressources. Ces archives-là en font partie. C'est très important. Et là, on est là, encore une fois, dans l'architecture anonyme. Voilà. C'est pas l'architecture savante, c'est pas les châteaux. Eh bien, ça a une vie, tout ça. Tout ça, ça a de la chair. Alors, Beau-Soleil, le voici aujourd'hui. Donc, c'était une maison qui... Alors, j'aurais pu faire la reconstitution. C'est une grande maison qui faisait, si vous voulez, un domaine terrien. Il y avait des vignes, des prés, des pâtures. Il y avait un premier étage, un deuxième étage, et puis des bâtiments d'exploitation. Tout ça a été rasé. Il ne restait que le rez-de-chaussée incendié. Plein de questions abondent. Comment les hommes vivaient entre 1794 et puis 1810, 1812? Plein de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord pour s'abriter, pour continuer la vie? Est-ce qu'ils ont d'abord pensé au bétail? Abriter le bétail, c'est le capital, le bétail. Ça peut se vendre, ça peut se monnayer, etc. Est-ce qu'ils ont pensé d'abord à eux-mêmes? On a plein de questions. Et là, ça peut être intéressant. Bon, il ne reste plus rien. Et aujourd'hui, eh bien, avec les aléas des partages, des successions, ainsi de suite, eh bien, on a une maison en long, évidemment, qui est partagée comme ça, comme on a dit dans la première partie de l'exposé. Voilà. Donc là, l'évolution des architectures, c'est l'évolution, certes, des étages, des matériaux de construction, de couverture, certainement, mais c'est surtout l'évolution des itinéraires et la partition interne des maisons. Voilà.
registre aussi des mentalités qui évoluent. L'intimité familiale, groupes familiaux qui s'ignorent, peut-être pas de la même famille, c'est sous-loué tout ça. Bon, bien. Donc c'est difficile à démêler tout ça. Là, il faut passer du temps. Qui a été... Alors, j'en étais à mes sources, donc les sources notariales, bien. Et puis on a une troisième source. On a une troisième source, c'est, je vous la donne tout de suite, c'est un décret. Un décret qui a été secondé par une loi, un décret de 1808, secondé par une loi de 1812. Napoléon et la nation consent à verser aux propriétaires lésés, dont les maisons ont été détruites, endommagées, etc., rasées, brûlées, etc., il consent à donner une prime du quart de la valeur de chaque maison. Alors j'ai résumé, c'est la valeur des réparations de chaque maison. Ok, je résume. Qui a été touché par les destructions? On a un certain nombre de paroisses. Toutes les paroisses sont absentes dans ces registres dans lesquels les maires vont déclarer les destructions dans leur paroisse, dans leur commune. J'ai certaines communes, je n'ai pas toutes les communes. J'ai Vieille-Vigne, j'ai Remouillé, j'ai Rezé, j'ai Pont-Saint-Martin, etc. Sur Saint-Fiacre, qui a été, si vous voulez, lésé, dont la maison a été lésée, violentée, etc. Ça peut toucher des simples laboureurs, des artisans, des nobles, des prêtres, des presbytères, voilà, ont été incendiés. Alors il y a un tonnelier, Pierre Bouette, il n'y a pas de... Donc c'est un cultivateur, un artisan, un journalier peut-être, François Leroy, François Richard, voilà, c'est des gens qui n'ont pas de métier, de distinction, de titre. Bien. Mais il y a aussi des notaires. Les notaires qui sont pour les républicains, ça peut être aussi des intercesseurs, ça peut être aussi des manipulateurs, des fomenteurs de rébellion, etc. Les notaires ont donc été touchés. Donc, voilà, finalement, tous les registres de population du Sud-Loire ont été touchés. Des riches, des pauvres, des artisans, des travailleurs, des rentiers. Voilà, tout ça a été touché. Alors, ce n'est pas l'objet de mon étude, bien entendu, mais c'est pour vous dire quelles sortes d'architectures peuvent avoir été touchées par tout ça. Dans quelle ampleur ces communes ont été touchées? Alors là, il est possible de faire un recensement par paroisse des maisons touchées. Comment effectuer ça? Eh bien, il faut comparer en 1812, d'après ce qu'on a, et 1789. En 1812, donc c'est monsieur le maire de Saint-Même-le-Tenu ou de la Régripière qui dit, voilà, j'envoie ça au préfet, tant de propriétaires sont venus me déclarer que leur maison a été touchée et donc ils peuvent avoir droit, par conséquent, à la reconstruction, patati patata. Et je compare ça, donc à ces listes-là, aux listes d'impôts de 1789. C'est l'avant-dernière. En 1789, on fait encore une liste d'imposition qui... propriétaire par propriétaire, paroisse par paroisse, on donne les noms, qui est tonnelier, qui est ceci, qui est cela. Donc je compte le nombre des propriétés, je compte le nombre des feux. Et puis, bon an, mal an, j'essaie de comparer avec 1812. Oh, c'est pas parfait, j'admets, c'est pas parfait. Bon, qu'est-ce qu'on constate? Bien vite. On constate que sur Monnières, on a des déclarations, on a à peu près 100 déclarations sur 700 foyers. Donc 1/7, 1 sur 7. On peut le retenir 1 sur 6, 1 sur 7, 1 sur 8. Bon voilà, c'est un petit peu le cas de toutes les paroisses que j'ai étudiées, toutes les communes que j'ai étudiées. Une maison sur 7 a été ravagée. Mais ça peut être bien plus. Pourquoi? Parce que tous les propriétaires ne sont pas venus déclarer au maire. Pas parce qu'ils soient morts, etc. Peut-être aussi par culpabilité, peut-être par... bon, il y a des tas de raisons qui ne sont pas de notre ressort. Voilà. Donc Monnières, on a 100 maisons. Là, on a à peu près 200 maisons à Médon-sur-Sèvre sur 700. Donc ça, c'est 1 sur 3,5, si je puis dire. On peut continuer. Vertou maintenant. Vertou, il y a 1300 maisons, 1300 propriétés, si vous voulez. 1300, et là, on est à peu près à 230 de mémoire, 230. 230 maisons sur plus de 1200 maisons. Donc c'est quand même assez considérable. 1 sur 5, à peu près un peu plus. Saint-Fiacre maintenant. Excusez-moi, Saint-Fiacre, c'est où? C'est là, voilà. Ah, zut. Pardon. Saint-Fiacre, là j'ai inversé, hein. Mais bon, les déclarations de maisons incendiées.
et puis le nombre de feux, 140 feux, et puis là on a une vingtaine, 20 sur 140, on est dans 1 sur 7, c'est pareil, voilà, à peu près ça. Alors, il y a des communes dont les maires n'ont pas vu venir les propriétaires. Alors, ces communes, il y a Saint-Même-le-Tenu, etc. Voilà, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, pardonnez-moi. Je crois qu'il en reste beaucoup d'autres propriétaires, dit le maire, mais je n'ai recueilli aucun autre renseignement. Bon, le rythme des reconstructions. Ce qui nous importe, nous, pour savoir comment ça évolue ces maisons, on rase, ça a déjà été incendié, donc les étages vont être rasés, puisqu'on a des maisons sans étage assez souvent. Alors, ces maisons ont été brûlées en entier, ou en partie. À Genneton, il n'est resté que des pierres, chez monsieur Arrosure, un marchand. Pont-Saint-Martin, en 1812, une reconstruction continue toujours, et il y a encore des ouvriers en ce moment. On est dans le concret, là. Il y a des ouvriers qui travaillent, en 1812. Bien. Techniquement, on commence par le gros œuvre, ça va de soi, mais il faut s'abriter. Alors, on clôt, mais la couverture, là, je n'ai pas d'enseignement. Il faudra fouiller davantage les registres des notaires, par exemple. Avoir des procurations, mais aussi des quittances de couvreurs, etc. Ça existe, on peut en trouver. Il faut être optimiste. Padiolo, alors lui, Padiolo, il a pratiquement terminé sa maison en 1812, à l'exception des dedans de quelques pièces. Plancher, tomates, terre cuite, à l'exception des châssis des fenêtres. On vit dans les courants d'air. C'est pour ça qu'on a inventé le paravent au XVIIe siècle, etc. On vit dans les courants d'air, c'est comme ça. À l'exception des châssis des fenêtres et de la couverture d'un plancher. On réussit généralement difficilement à vivre. Alors là, la maison de Pierre-André Grasset, détruite en mai 1994. Elle avait 2 chambres basses, 2 chambres hautes avec des greniers. Mais en 1812, elle n'est élevée qu'à l'état ou qu'à la hauteur des soliveaux, c'est-à-dire qu'elle n'est élevée à la hauteur des poutres. L'étage a été rasé. Elle est couverte en tuiles sur ces poutres pour la conservation des murs et des charpentes. Donc il y a plein de cas possibles. Un autre cas, bien vite, un autre cas, eh bien, il y a des gens qui préfèrent loger d'abord les animaux, les ménageries, avant de se consacrer à la reconstruction de la maison d'habitation, du logis. Quel impact ça sur les mentalités? Les familles vont-elles se recomposer? Est-ce qu'elles vont vivre au coin du feu, si je puis dire? Est-ce qu'elles vont se raffermir? Là, ça laisse plein de questions sur les mentalités, ça laisse plein de questions encore. Comment peut-on vivre encore en retournant à la salle commune, hein? Donc, les questions sont encore béantes, mais intéressantes. Voilà, vivre sous le même toit, voilà, avant de passer à une phase de restauration, comment faire? Alors, ces reconstructions sont-elles le moyen d'entraîner une modernisation des techniques de construction? Autrement dit, il va y avoir reconstruction. Est-ce que ça va être le lieu, le moment d'une modernisation, du changement de technique, du changement de matériaux, du changement de plan? Les sources qu'on a, ce sont des marchés de construction qui sont rares. Alors j'en ai trouvé un en 1811, en 1801, pardonnez-moi, c'est le marché de reconstruction d'une maison à la Ragotière. La Ragotière, qui est pas loin d'ici. Alors nous sommes à la Rivière ici, et la Ragotière, la voilà ici. Cette maison appartenait à un personnage riche de Vieille-Vigne, qui possédait une grande métairie, la Ragotière. Il s'appelait Bernard Laquaise, sa fille avait été élevée dans un couvent, donc niveau de vie aisé, urbain, etc., même si le monsieur habitait à Vieille-Vigne. Il possède ça. C'est rasé par les révolutionnaires. En 1801, donc, il fait reconstruire par le maçon Douau. Ce maçon Douau habite Valette, donc on est très, très local, hein, c'est tout près d'ici. Qu'est-ce qu'on va lire dans ce marché de reconstruction? Est-ce que c'est une occasion d'innover? Le maçon Douau, il doit reconstruire une maison symétrique avec un corridor. Corridor, ça nous ramène à la maison de prêtre. La maison de prêtre du presbytère de tout à l'heure, facile à retrouver. Le corridor, c'est ça. C'est le couloir qui va distribuer les 2 ailes, les 2 pièces en symétrie. Le corridor. Le corridor, c'est un mot de l'architecture savante. Donc on voit bien l'implantation par les reconstructions. Dans ce vocabulaire, à travers le notaire, on voit bien l'implantation du mot et de la chose. Le mot, c'est corridor, un mot de l'archi savante de l'élite urbaine. Et la chose, c'est le corridor en lui-même. Je continue.
Le tout conformément au dessin et plan qui lui sera remis en main. Bon, alors là c'est intéressant, c'est-à-dire que la reconstruction, elle oblige, elle incite les artisans à savoir lire un plan. Le maçon Douaud, il ne sait pas signer, il ne sait pas lire. Comment va-t-il lire un plan? Ça pose plein de questions, cette histoire-là. Mais enfin, on a la mention d'un plan. Ce plan, je ne l'ai pas retrouvé dans les archives notariales. Ça veut dire qu'il a dû disparaître de la main à la main. Donc, je n'ai pas le plan. Autre chose encore, les dimensions seront données en mètres décimètres. Implantation du système décimal, 1795. Bon. Là, on est vraiment dans l'implantation de la modernité, cette fois-ci dans les mentalités techniques. L'implantation, depuis l'élite, depuis la ville, jusqu'à dans les campagnes, du système métrique. Voilà des indices de l'évolution possible, des techniques de construction-reconstruction. Bref, des possibilités de changer de métier, des manières de faire. Voilà, les traditions qui vont changer. Bien. Voilà, déjà dit, voilà. Mais, à bien lire ce marché de construction, on va retrouver un ensemble de préceptes qui étaient présents dans la coutume de Bretagne lorsque je lisais des marchés de construction avant la Révolution française. Avant la Révolution française, on a les mêmes phrases. Exemple, on ne va pas nuire aux matériaux qui seront démolis. Dans l'archi rural, comme dans l'archi des châteaux forts, des églises, tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. Et ça fait partie de la coutume de Bretagne, de Normandie, du Poitou, que sais-je. Bref, l'architecture, elle n'est pas régionale. L'architecture, elle est nationale, transrégionale, elle est même européenne. C'est toujours des façons de faire. Qu'on soit en Turquie, en Afrique du Nord, au Portugal, en Russie. On récupère les matériaux dans toute l'architecture. Il n'y a pas d'archi savante, il n'y a pas d'archi rurale, il n'y a que l'architecture, finalement. Bien, donc ne pas nuire aux matériaux. De plus, on souhaite des matériaux qui soient sains, S-A-I-N-S, ça veut dire sain, ça veut dire propre, etc. Propres et sains. Je répète là le maçon Douaud, mais je répète là aussi les marchés de construction avant la Révolution française. Bien, chambre basse et chambre haute, ayant 5 mètres, 8 décimètres, 4 cm, 6 mm, je prends ma calculatrice, je divise par 32,4. Et qu'est-ce que je dis là-dessous? 5 mètres, 18 décimètres, 4 cm, 6 mm, ça fait 18 pieds exactement. Donc pourquoi on a des décimètres aussi fouillés? C'est parce que ça reprend les pieds et pouces, bref, l'usage des traditions constructives d'avant. Autrement dit, la Révolution française, ce n'est pas une césure, ce n'est pas une coupure, mais il y a une trajectoire qui continue dans les façons d'être, les façons de faire. L'architecture, ça se continue. La Révolution française, c'est une césure politique, juridique, sociale si on veut. Mais en tout cas, dans l'architecture urbaine, anonyme, des faubourgs, l'architecture banale, rurale, eh bien, il y a une espèce de continuité qui s'établit. Cette continuité, elle est quand même, voilà, elle est scandée, elle est remuée par tout ce que je vous ai dit sur Monsieur le maire qui impose ceci, ceci, cela, le corridor, l'implantation. Mais le fond du métier, l'usage des outils, des matériaux, des dimensions, des proportions, tout ça va rester le même. Les murs de refend auront 20 pouces d'épaisseur, répondant à 5 décimètres, 4 cm, 2 mm. Voilà, pouces, pieds et pouces. Tout ça est carré, si je puis dire. Les croisées, c'est le nom des portes, non, des fenêtres, pardonnez-moi, les croisées. 6 pieds sur 4. Alors là, 6 pieds sur 4, c'est voilà, donc de proportions traditionnelles, 3 sur 2. Si on jette un coup d'œil sur ces proportions 6 pieds sur 4 ou 3 sur 2, 3 sur 2, eh bien on va retrouver, alors j'ai fait la reconstitution, là, ça ne marche plus, voilà, on va ici, voilà, on va retrouver dans l'architecture banale, ordinaire, des années 1820, 1840, voire 1890 jusqu'à 1960, on va retrouver les proportions 3 sur 2. 3 sur 2. On va les retrouver facilement. Ça, j'ai pris ça à la Régripière ici. Okay, ces proportions 3 sur 2 vont être modifiées. Révolution industrielle, ça va être un autre, voilà, un autre coup dur dans la trajectoire des métiers. Là, on est après la Révolution industrielle, ça date de 1870. La Régripière, au centre du bourg, là-bas, on est dans d'autres registres de proportions. Mais 3 sur 2, c'est facile à retenir. C'est facile à retenir depuis le Moyen-Âge, puisque dans des manoirs bretons, il y a des 3 sur 2 en pagaille. Et dans l'archi rurale, régionale, rurale, régionale, bretonne, auvergnate, etc., le 3 sur 2, du Portugal à la Russie, on l'a. Donc c'est des proportions transeuropéennes, ça. Il y a un métier de l'architecture, il n'y a pas d'architecture régionale, il y a un métier d'architecture. Il y a des traditions qui se poursuivent. Et ça va se poursuivre au-delà de la Révolution française, par exemple, jusque dans les années, alors là, le béton évidemment, mais jusque dans les années 1890,
pour le moins ici à la Rigripière, puisqu'il y a d'autres proportions. Bref, on est dans un registre traditionnel. Voilà, voilà à quoi ressemble notre maison de la Ragotière, d'après le marché du maçon Douau, signé donc à Valette. Alors, j'ai encore des points d'interrogation ici. On a un corridor qui va distribuer une chambre à feu, une cheminée, ici. Donc, ça peut être une salle commune où on dort, on fait la cuisine de travail, polyfonctionnelle. Même chose ici, on est dans la symétrie. Alors, il y a un étage, on va monter un étage. Là, je ne suis pas sûr de moi, hein, un escalier qui monte, je ne suis pas sûr de moi, mais il y a un étage, échelle de meunier, échelle maniable, qu'on enlève, qu'on remet, ou pas, je ne sais pas. Et puis, y a-t-il une fenêtre ici qui soit au droit de la porte d'entrée dans la symétrie? En tout état de cause, si je fais le dessin selon les pieds et pouces, on arrive à une architecture complètement standardisée, avec de la symétrie et un alignement très moderne des portes et fenêtres. Alignement aussi très moderne de la sous-face des linteaux. On est dans des registres de l'architecture savante. Finalement, encore une fois, il n'y a pas d'architecture savante et il n'y a pas d'architecture rurale. Il n'y a que l'architecture, disait un personnage que j'aimais beaucoup, c'est monsieur Pierre Prunet. Voilà. Qui était architecte. Eh bien, autre chose à dire. Notre architecture du maçon Douau, qui est là, eh bien, elle a beaucoup à voir avec une architecture construite et reconstruite par les militaires, et là on est à Belle-Île en 1763. Belle-Île 1763. On est sous Louis XV, les Anglais ont décimé les populations, ils n'ont plus tout le monde, ils ont ravagé tout. Et là, qu'est-ce qu'on va construire à Belle-Île? On va construire une maison style la Ragotière. J'explique. J'ai ici, si vous voulez, le marché de construction que les ingénieurs militaires vont construire à Belle-Île en 1763. Eh bien, c'est la même chose. On a un corridor qui sépare les chambres, qui sépare les étables des logis, etc. Il y aura des greniers. Tout est normé, standardisé. Bref, c'est des maisons qui sont reconductibles, comme des maisons phénix, tac, 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 qui sont reconstruites comme ça par le génie militaire. C'est formidable. Et on a les mêmes mots. On a le corridor, et ainsi de suite. C'est quand même étonnant, les parallèles qu'on peut faire. Et là, on est presque à 40 ans de différence, 40 ans, 50 ans de différence. Donc il y a une évolution qui traverse la Révolution française, il y a une évolution de l'architecture qui bouge là, qui bouge sans bouger, et ainsi de suite. Bien. Enfin, mais comment, c'est pas une évolution non plus convergente, c'est pas une évolution inéluctable, parce que comment expliquer cette évolution avec l'outillage qui est faible, hein, le faible outillage de ces maçons, hein. Il y a des facteurs militants, il y a des facteurs contraignants de cette évolution de l'architecture. Bien, par exemple, nos maçons, nos ouvriers, nos bâtisseurs, ils ont une très très faible part consacrée à l'outillage. Là, j'ai l'inventaire du maçon François Douau, notre maçon. Il est mort en 1809, crac, il est mort, 8 ans après la maison, bourg de Valette, etc. Alors là, tous les instruments de cuisine, la crémaillère, la poterie, que sais-je, tout ce qui est la cuisine. Les outils agricoles, et oui, on est maçon et puis cultivateur. Ensuite, on a les meubles, les lits sont les plus chers. Il n'y a pas de livre, c'est pas lire. Les meubles. Ensuite, habillement et linge. Et oui, il faut paraître tout de même. Habillement et linge. La richesse, c'est les toiles textiles. Et puis là, outils de maçon. C'est un homme qui est appelé à droite à gauche faire des maisons. Outils de maçon, dans le capital, c'est presque rien. Donc comment expliquer cette évolution de l'architecture rurale avec une telle faiblesse technologique, telle faiblesse en capital, telle faiblesse en investissement dans l'outillage? Voilà des mystères. On peut continuer aussi avec, cette fois-ci, un menuisier, Jean Chollet. Jean Chollet est mort en 1808. Voilà. Alors, les outils de la menuiserie, c'est un peu le quart. Regardez, le quart. C'est pas grand-chose tout de même. Habillement de sa femme, les meubles, outils de menuiserie, et là, c'est la cuisine. Habillement d'homme, il n'y a pas. Inventaire de la femme du charpentier, Julien Goyet, de la Pétinière en Valette. C'est pas si loin ici, et on est là en 1809, j'ai fait une bêtise, 1909, 1809, excusez-moi, 1809, cuisine, meubles, ustensiles agricoles, bois d'œuvre, oui, son stock, capital, c'est comme un capital ça pour lui, hein. Et puis outils de charpentier, ah là on est, voilà, toc toc, on est le quart, un peu moins du quart, voilà, donc faiblesse quand même du capital, hein, faiblesse, tout ça. Comment expliquer ça? La recherche ne fait que commencer, si vous voulez, voilà. Bien, en plus de ça, ne pas savoir lire, etc., tout ça, ça contraint, ça limite.
Voilà. Bien, j'ai quasiment fini. Je vais vous donner simplement un aperçu très vite fait de ce qui peut être intéressant à regarder voilà, en regard de cette évolution rapide des choses. Par exemple, l'adoption d'asymétrie dans l'architecture la plus banale, la plus ordinaire. Hein, ici, c'est la rivière. Voilà, l'asymétrie adoptée, de plus en plus. Les tâches, bien sûr. L'intimité de l'espace public. Là, c'est les informations orales. C'est une maison de sabotier à la Rebourgère. Cette maison de sabotier, elle n'est pas dans cet état-là. Elle a changé au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, la saboterie, si je puis dire, elle donnait sur la place du village. C'était une excroissance. On pouvait voir l'homme travailler. Au cours du XXe siècle, on a muré. Intimité, trajectoire de nos sociétés occidentales. On mure, l'architecture évolue parce que c'est le paraître et c'est l'intimité qui commande les plans. L'aspect extérieur va devenir primordial, ce que je viens de dire ici. Et puis on va copier les gentilhommières, on va copier les malouinières du coin, si je puis dire, les volets extérieurs dans les façades. Voilà. Et puis la multiplication des pièces, avec la double profondeur, avec ce parangon là, j'aime bien voilà, cet artifice qui est très, très nantais et sud-loire aussi, nord-loire aussi. Et puis on va spécialiser les locaux, je n'ai pas besoin d'expliquer. L'étape séparée du logis, séparée de la bergerie, de la boulangerie, de la bûcherie, ainsi de suite, ça devient la règle, jusqu'à la multiplication et la spécialisation, lorsque cette fois-ci l'architecture, le monde rural va avoir pour mission de nourrir la ville. Parce que qu'est-ce qui va avoir lieu après? La Révolution française, c'est la révolution industrielle qui va faire augmenter la population, les consommateurs, les producteurs. Il faut donc que l'archi rural nourrisse la ville qui fait peur, la ville qui est menaçante. On est dans une architecture pré-capitaliste et pré-productiviste. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. Voilà. Et puis je fais juste un clin d'œil en disant que oui, tout cela évolue, l'architecture évolue, avec des soubresauts. Ça évolue comme la génétique, c'est-à-dire on ne voit pas les choses évoluer. Ça se passe au niveau des gènes, des molécules, tout cela. C'est un petit peu ce message-là que je veux vous faire passer. Et puis, il y a toujours des choses très anciennes qu'on repère ici et là et qu'il faut repenser à des choses très anciennes. Il y a des survivances de gestes. Par exemple, le verre, quand on n'a pas de sous avec du verre, on met du papier. Voilà. Bon, c'est l'histoire des choses banales. C'est des choses qui existent encore sur notre territoire et ailleurs, bien sûr, aussi. Il y a comme ça des gestes qui sont appris, si vous voulez, des survivances de gestes. Voilà, qui viennent de loin et qu'on refait malgré soi, des ombres de gestes qu'on refait malgré soi. Et puis, je terminerai pour dire que finalement, notre pays du vignoble nantais, ça recèle des ressources, c'est un trésor de ressources. Alors, il y a évidemment notre muscadet, mais il y a aussi nos richesses archéologiques. Et moi, je voudrais quand même pointer là-dessus, c'est des richesses aussi humaines. On a vu tout à l'heure les maçons anciens. Puis aussi, on a comme richesse, on a les habitants, on a vous, les habitants. Et puis tout ça, ça ne peut que contenter vous, les habitants, les experts, les chercheurs, les historiens. Et ça peut contenter aussi les visiteurs, les curieux, les amateurs, en toute modestie. Voilà, j'en ai fini. Je me lance, moi j'ai une petite question à poser. Vous avez parlé du rôle des considérations hygiénistes, des médecins. Concrètement, comment ça a pu... Est-ce que, par exemple, des médecins, on peut travailler avec des architectes, on peut faire des propositions, écrire des traités qui auraient pu aider les constructeurs? Alors oui, la réponse... La réponse, elle est plutôt ancrée dans le domaine de l'architecture savante et des traités. Il est vrai que les médecins ont travaillé avec des architectes savants, urbains, pour édicter des normes de salubrité, dans le domaine urbain et dans le domaine aussi de la santé. Alors il faut penser par exemple aux architectures qui soignent, les pavillons où on isole les malades. Ces pavillons où l'on isole les malades, eh bien, ils doivent avoir au moins 3 mètres
hein, du sol jusqu'aux poutres naissantes. Il va y avoir des fenêtres qui dispensent de la lumière, mais qui dispensent aussi de la ventilation. La survivance de cela sera l'architecture scolaire de Jules Ferry. L'hygiénisme, la salubrité, l'aérisme, parce que l'hygiénisme se conjugue avec l'aérisme, hein, comme aéré, aérien. L'aérisme, c'est la façon de considérer l'air comme un vecteur menaçant de la prolifération des germes, l'aérisme. Donc ce sont des médecines, des idéologies, si vous voulez, qui sont très scientifiques, mais que la révolution industrielle et que l'urbanisation du 19e siècle va propager, notamment auprès des enfants, puisque le drame de cette époque, avec la révolution industrielle, mais pas seulement, c'est la tuberculose chez les plus jeunes. Donc l'architecture est un vecteur, hein, l'architecture est même une politique, ça va être un enjeu de société, un enjeu social, hein, mais aussi un enjeu éducatif, avant d'être un enjeu de la santé. Je crois qu'il faut considérer tout cela. Alors quand est-ce que ça va percoler, si je puis dire, dans l'architecture rurale? Là, les rythmes de percolation, de transmission dans l'architecture rurale, eh bien, ils sont le fait des histoires locales, des généalogies, des relations, des liens de marchand à marchand, des liens de vigneron à marchand d'eau de vie, par exemple. Donc là, c'est un territoire, c'est un terrain qui reste encore à fouiller. C'est un terrain qui peut être riche, qui peut ménager des surprises, des contre-vérités aussi. Mais là, on va verser plutôt dans la monographie, si vous voulez. La monographie qui peut être communale ou la monographie qui peut être familiale, d'une maison familiale. Tout cela est possible, tout cela est possible. Les archives mises à notre disposition, au regard des traités d'architecture qui ménagent le fait de la santé, hein, la salubrité de ces traités-là, bien, il me semble que ce sont des ressources considérables. Et puis maintenant, elles sont à notre portée, quoi, si vous voulez. On peut consulter ça très facilement. Deux exemples. À Paris, autour de la Première Guerre mondiale, on a construit un hôpital pour les malades contagieux. L'hôpital Claude Bernard, qui est démoli maintenant. On retrouvait ces mêmes préoccupations hygiéniques dans la construction des bâtiments. C'était une série de pavillons en rez-de-chaussée uniquement, sans étage. Chaque pavillon était entouré de grilles. Et il y avait une... comment ça s'appelle? Un couloir ouvert qui faisait le tour du bâtiment. Une espèce de véranda non close. Oui. Je trouve pas le nom, excusez-moi. Est-ce que ça ressemblait à une galerie de cloître un petit peu? Voilà, c'est ça. Hein, voilà, externe. Merci. Ouais. Ouais. Alors vous, ouais. L'hôpital est démoli maintenant. Ouais, il y avait de grandes fenêtres, il était très haut à l'intérieur. La hauteur des pièces devait avoisiner les 3 mètres. Oui, c'est ça. Et chaque pavillon était entouré de grilles pour empêcher les microbes de passer. Un autre exemple, il y a une trentaine d'années, en Corse, dans la montagne, les cabanes de bergers. C'est des cabanes en pierre sèche, c'est-à-dire des pierres juste montées, les posées les unes sur les autres, non cimentées. Des murs épais qui faisaient 40 ou 50 cm de large. Il y a l'air qui passait entre les pierres. Et la cabane était... Enfin, d'un côté de la cabane, il y avait une espèce d'estrade qui a de 20 ou 30 cm du sol, avec une cloison. On pouvait y monter de chaque côté, et au milieu, il y avait une cloison pour séparer. C'était le dortoir. Et sur la terre battue, le reste de la cabane, il y avait la porte, bien sûr, au milieu, et puis en face, une fenêtre. Et devant la fenêtre, il y avait un bac, un évier, un bac, et il y avait une cheminée aussi. Et à l'intérieur, contre la partie dortoir, il y avait un grand trou creusé dans le sol qui servait de... C'était les latrines. J'ai été vachement surpris quand j'ai découvert ça, parce que
j'étais habitué à trouver les latrines à l'extérieur de la partie habitation, pas du tas de fumier. Ça m'a fait tout drôle. Vous étiez là, je reviens sur la Corse que vous nous avez décrite à l'instant, c'était une architecture qui était destinée à un collectif, non? C'était une architecture qui était destinée à du collectif, non? D'accord, d'accord. Et il y avait la source qui était 100 mètres plus loin dans la montagne. Ouais, d'accord. C'était une école, sur la colle, je me rappelle plus du nom. Pavel, je crois. J'ai une question sur le début, avec vous parliez des seigneurs qui dessinent des formes des bâtiments et tout ça. Ouais. Et dans les petits villages, on voit plein de bâtiments avec plein de formes différentes. Est-ce que les habitants avaient aussi des demandes particulières, ou est-ce qu'eux, ils avaient le droit de dire leurs souhaits, ou de taille de maison, suivant les bêtes qu'ils avaient, je sais pas. Alors, c'est une question qui est très très difficile, parce que il y a différents statuts de la terre, et donc différents statuts de l'homme, des hommes. Je parle d'avant la Révolution française. Certains hommes n'ont presque pas de droits. Certains hommes ont des droits. On les appelle, ce sont des roturiers. La maison des roturiers, elle est régie par le droit de la coutume de Bretagne. Ce dont j'ai parlé majoritairement dans notre territoire. C'est la coutume de Bretagne qui régit la construction sur notre territoire. Mais si on va en Bretagne, dans d'autres territoires, on va du côté de Crozon, on va du côté de Carhaix, on va du côté de Pontivy, eh bien là, il y a des coutumes locales qui sont des exceptions à la coutume de Bretagne. C'est-à-dire que c'est le droit seigneurial qui l'emporte sur la coutume de Bretagne. Le seigneur, il n'a pas le droit d'être lésé, il ne veut pas être lésé en termes de droit foncier. Si quelqu'un bâtit une maison sans son autorisation, il y aura destruction, il y aura amende, etc. C'est vrai. Si quelqu'un bâtit clandestinement, ou si quelqu'un agrandit de manière frauduleuse, selon le point de vue du Seigneur, sa maison, la maison sera rasée. Et on ne pourra pas la transmettre aux enfants, et ainsi de suite. Donc il y a tout un registre de sanctions qui sont intégrées, articulées au droit de l'urbanisme, on dirait aujourd'hui. Voilà. Pour répondre à votre question, dans le cas de Crozon, Carhaix, Pontivy, etc., oui, c'est le Seigneur qui édicte les dimensions. Il n'y a pas une discussion entre les deux? Alors, la question est super intéressante. Il n'y a pas une discussion entre les deux parties. Moi, j'aimerais bien être présent au moment des négociations du plan. Et vous avez raison. Et c'est ça qui importe. Pourquoi tant de pieds de long sur tant de pieds de large? Pourquoi? Alors, il y a des idées qui ne collent pas. Par exemple, pour les familles qui sont très étendues. Il y a des familles qui peuvent avoir 6, 8 enfants. Eh bien, ce n'est pas pour cela qu'on aura un agrandissement ou qu'on aura une salle commune de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés. Non. Dans la salle commune, on peut vivre à 10, 12, dans 20 mètres carrés. C'est comme ça. Donc ça, première idée reçue, c'est pas parce qu'il y a agrandissement de la famille qu'il y a agrandissement de la maison. Ça, c'est faux dans la mentalité traditionnelle. Voilà. Deuxièmement, alors ça, c'est donc une contre-vérité. Pour les négociations, je ne sais plus ce que je voulais dire pour les négociations. Si, pour les négociations, il est sûr, selon moi, qu'on va reproduire des proportions de bâtiments qui ont fait leur preuve. C'est-à-dire que les salles communes qui ont habituellement 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, eh bien c'est ça qu'on va reproduire, qu'on va multiplier quasiment à l'infini. On aura d'ailleurs dans certaines régions de Bretagne, alors ce n'est pas le cas de là, ici dans notre territoire, parce qu'avec ces reconstructions, cette évolution de l'architecture, moi j'ai du mal à savoir ce qu'il y avait antérieurement, c'est très difficile. Mais dans d'autres secteurs de Bretagne, les proportions sont restées les mêmes, qu'on soit en 1830, qu'on soit en 1640. Les proportions sont restées les mêmes pour les salles communes. Pendant 2 siècles, 3 siècles, les volumes ont été les mêmes. Et une proportion, comme tout à l'heure, la proportion 3 sur 2 pour les fenêtres, une proportion de 5 pieds sur 8 ou de 12 pieds sur 17, c'est facile à retenir pour les maçons. Donc moi, il me semble que si, dans mes relevés, je retrouve souvent les mêmes.
les mêmes chiffres, les mêmes proportions. Il me semble que ça fait partie là aussi du monde intérieur, du métier intérieur, si vous voulez. On reproduit parce que ça a fait ses preuves, on sait faire. Ce sont des types de réponses que je peux vous faire maintenant. Voilà. Maintenant, je laisse, la recherche est ouverte, quoi, si vous voulez. Mais moi, je bute là-dessus, et vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qui importe avant tout, c'est la négociation entre l'artisan, le bâtisseur, et aussi la juridiction. Aujourd'hui, c'est la commune, le droit d'urbanisme, le PLU, etc. C'est ça qui importe, ces interactions entre les deux. C'est là où chacun prend toute l'ampleur de sa place dans la hiérarchie, quoi. Et l'architecture commence là, évidemment. Mais je n'ai pas de... J'ai pas de munitions, si vous voulez. Et comment vous expliquez les largeurs de bâtiments? Je suis dans le bâtiment et on a des poutres qui font souvent 6 mètres de haut. Ouais, et les bâtiments font 5 mètres, 5 mètres 40 en largeur. Est-ce que c'était une norme à une époque? Ou est-ce que c'était par rapport aux arbres trouvés? Ou est-ce que... Vous avez répondu. Ça peut être une norme. Parce qu'on bâtit et on écorce les arbres selon la manière du pays. Il y a des manières du pays que les experts charpentiers vont valider. Voilà. Donc on va choisir 6 mètres, effectivement 6 mètres, parce qu'il y a des normes. Alors les normes, il y en a une quantité, sur les 24 pouces, etc. Il y en a une quantité sur les poutres, 24 pouces de carré, etc. Il y en a plein de normes. D'ailleurs, il existe dans les traités d'architecture du XVIIIe siècle, il existe des abacs. Des abacs, c'est-à-dire des tableaux de chiffres, avec la largeur des poutres en fonction de la destination de ces poutres. Solives, lambourdes, que sais-je, arbalétriers, bon, tout ça on l'a et c'est très, très riche, c'est très utile pour la restauration, très utile. Alors si votre poutre dépasse les 6 mètres ou si elle est à 6 mètres, il faut peut-être compter sur 2,5 pieds d'épaisseur de maçonnerie parce que peut-être que l'about de poutre peut dépasser au nu de la façade. Auquel cas, il faudra talocher un mortier pour protéger cet about de poutre. Mais bon, ça peut aller dans ce sens-là aussi. Et puis enfin, pour loger une poutre, il vaut mieux qu'elle soit plus longue que juste à la bonne hauteur. Donc il est, vous savez, on les met en diagonale et puis après on arrive à les mettre droites, avec des cordes, des chèvres, des leviers, etc. Voilà, là je pense que le bon sens, la manutention, la manutention bien sentie, bien tempérée. Bon, là je crois que ça peut convenir. Et enfin, vous avez les modules biologiques. Les modules biologiques, c'est-à-dire il y a des bois efficaces, une longueur efficace de 6 mètres. Oui, effectivement, ça peut avoir lieu dans tel ou tel contexte. Mais là, il faut voir, moi je dirais qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas un et un facteur. Il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour donner une explication ou un faisceau d'explications, un phénomène. Donc peut-être que votre poutre de 6 mètres, elle peut répondre à toutes ces explications à la fois, combinées, ou l'une excluant l'autre. Voyez ? Mais là, il faut voir. Voilà. Il faut voir aussi comment cette poutre sera coupée. Si c'est un bois de sciage, s'il y a des artefacts de sciage mécanique, s'il y a des artefacts de sciage à la main, vous savez, avec sciage de long. Il faut voir ça aussi pour pouvoir dater et considérer que cette poutre, elle date du bâtiment originel. Vous voyez, voilà. C'est plus la forme du bâtiment original qui m'intéresse. Ah, alors c'est... Pourquoi Et vous avez pieds et pouces, vous avez des proportions, pas forcément en mètres parce qu'on va être perdu, mais peut-être qu'en pieds et pouces, ça risque d'être... on peut trouver des proportions, on peut trouver des registres géométriques plus apparents, plus frappants. À voir. J'ai souvent ces cotes-là qui viennent en tête pour 5 mètres. C'est sans doute pas un hasard, les proportions d'atelier en atelier. Alors, norme du Seigneur, là, voilà, là, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il y avait des normes aussi pour, par exemple, les encadrements de fenêtres, toutes ces choses-là, tout ce qui est un peu décoratif? Alors, il y a beaucoup d'endroits où c'est de la briquette, d'autres endroits c'est d'autres matériaux, du tuffeau, du granit, enfin, et est-ce que ça a une signification tout ça, ou est-ce que c'est juste le fruit du hasard, ou est-ce que ça faisait partie du cahier des charges en fait de la construction des maisons? Alors c'est encore une fois dans l'architecture anonyme, c'est encore une fois tout ça à la fois ou un facteur excluant l'autre. Sur notre maçon Douau, là, dont voici le marché, là, le maçon Douau, lui, il laisse faire le menuisier.
à un menuisier qui sera recruté après, etc. Donc on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas. D'autre part, vous allez parler de l'usage des matériaux, la brique, le tuffeau, etc. Là, ça dépend de plein de choses, mais il ne faut pas avoir le fétichisme du matériau en architecture. C'est-à-dire que le matériau, je vous ai montré que le matériau importe moins que finalement le plan et que finalement la destination des édifices, les itinéraires intérieurs, les seuils de ceci, de cela. Dans mon optique, le matériau, il compte moins. Bien sûr, il est là. On est face à des architectures réelles. Mais le matériau, il se récupère de quelque chose d'antérieur. Le matériau, lorsqu'il y a pénurie, eh bien, on prend ce qu'on a. De nombreuses maisons neuves des années 1700, etc., sont faites avec des matériaux composites. Ça veut dire qu'on ne construit pas ex nihilo avec toutes les pierres d'une carrière. Ça aussi, hein, on nous parle d'architecture régionale, on ne construit qu'avec le granit en Bretagne. C'est faux, c'est parfois frauduleux. On ne construit avec ce qu'on a, mais ce qu'on a récupéré au terme de la coutume. Donc attention, on est trop vite là aussi. Hein. On ne va pas enserrer l'architecture régionale dans des cases. Voilà. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je dirais, le tuffeau, il peut voisiner avec la brique, etc. Voilà. D'autre part, il y a des normes, en ce sens qu'il y a des façons de construire une fenêtre, les encadrements de fenêtres, comme les encadrements de portes. Ça s'appelle des chaînages d'encadrement. Alors là, je n'ai pas de schéma avec moi, mais les chaînages d'encadrement, il s'agit finalement d'alterner des pierres dans leur longueur et des pierres dans leur largeur. En longueur, en largeur, en longueur, en largeur. Et on bâtit comme ça. Ce qui donne sur notre architecture bretonne et encore d'ici, ce qui donne cet effet un petit peu très strié autour des encadrements. Ça anime aussi les façades, hein. Ça donne un petit peu tout le sel de notre architecture. On n'aura pas forcément ça dans d'autres registres. Dans l'architecture de terre, on n'aura pas ça, par contre. Hein. Mais par contre, ce registre-là, il existe dans toutes les architectures de pierre. Qu'on soit au Portugal, en Espagne, en France, en Occitanie, en Auvergne, en Alsace, on a toujours des longueurs, boutis, parpaing, bref, on dit comme ça, longueur, largeur. Donc là, ce sont des normes d'exécution. Et là, il ne faut pas oublier que les experts, avant la Révolution française, les experts opéraient et ils voyaient comment c'était fait. Et puis, quelquefois, la pierre d'appui, il faut qu'elle ait une petite pente pour laisser couler l'eau. Donc, c'est très compliqué quand même, la maçonnerie, la taille de pierre, très compliqué. Et là, à coup sûr, il y a des normes, il y a des façons de faire qui sont devenues des normes. Il y a des expériences, ce qu'on fait une fois. Lorsqu'on l'a fait une deuxième fois, ça devient une norme, une tradition. Et ça peut être traduit dans des proverbes. Hein, la façon d'agir, la manière du pays. On a ça dans les archives. Donc je dirais un petit peu tout ça à la fois. Mais encore une fois, il faudrait que vous me montriez quel cas vous pensez. Et là, on pourrait peut-être affiner peut-être la réponse. Voilà. Ah, pardon, oui. Oui. Il y a un document assez extraordinaire pour le territoire, qui correspond à peu près au pays actuel du vignoble. C'est l'étude topographique du docteur Dubouex de Clisson, qui prend paroisse par paroisse, et il parle souvent de l'habitat, des conditions de vie dans ces maisons. Enfin, je trouve que c'est presque un document ethnographique, à certains égards. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, oui. Ouais. Alors il a dû s'enquérir auprès des maires, mais aussi, c'est un médecin, il a dû aller dans les maisons. Hein. Ouais. C'est ça. C'est précis. Et ça correspond à peu près, ça couvre à peu près la totalité du territoire du pays de Vignon. On peut retrouver parmi ce qu'on appelle les statistiques préfectorales. Et là, je peux parler pour tous les autres départements, sauf l'Alsace-Lorraine. Hein. Les statistiques préfectorales qui datent depuis Napoléon Ier, mais qui ont été reconduites par les préfets hein, jusqu'à la fin de la Troisième République. On établit effectivement des topographies sanitaires hein, des départements. Là, c'est fait par des fonctionnaires, par contre, hein, qui sont secondés par des médecins. Mais donc, on a une source très riche qui est peut-être assez peu exploitée lorsqu'on veut expliquer les phénomènes de l'archi ordinaire, je pense. Hein, assez peu exploitée, je pense. Mais ce sont des registres de premier intérêt. Ouais. Oui ? Qui contrôle l'étalement urbain ? Alors, avant ou après ? Avant. Avant. Alors, il me semble, je vais dire,
une possibilité de réponse. Qui contrôle l'étalement urbain? Le Code civil, en 1804, il institue la libre propriété. Il n'y a plus de seigneur qui établit des statuts de terre, etc. Donc, vous habitez, vous pouvez construire, vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes un individu libre, et non plus un serf, et non plus un roturier dans tel cas, et non plus un sous-locataire, etc. Donc, de ce point de vue-là, quand on étudie les cadastres, l'épanouissement, le bourgeonnement de l'architecture rurale, je parle de l'architecture rurale faubourienne, eh bien, ça foisonne, ça paraît libre. Mais les premiers qui ont contrôlé l'épanouissement urbain des faubourgs et des villages, ce sont les intendants des ducs de Bretagne. L'intendant de la province de Bretagne, je dis une bêtise. Les intendants de la province de Bretagne. Et eux, c'est les ancêtres des préfets. Et eux, ils existent dès le XVIIIe siècle. En fait, ils existent depuis Louis XIV, les intendants. Et au XVIIIe siècle, pour des questions d'hygiénisme, de salubrité, mais aussi des questions d'accélération de la fluidité des trafics commerciaux. Qu'est-ce qu'on va faire en Bretagne? Eh bien, on va traverser les villes, on va créer les premiers alignements, on va créer les premières extensions, les élargissements de rues, etc. Toutes les villes ont été à peu près, je dirais, transformées. Les villes de Bretagne, on peut parler d'Auray, de Carhaix, de Saint-Brieuc de Vannes, de Rennes, bien sûr, de Nantes. Toutes ces villes-là, elles ont été étudiées par ces intendants, par ces commissions, la commission intermédiaire des États de Bretagne, qui ont établi donc les premiers plans d'alignement. Ils sont dessinés, ils sont légendés, ces plans. Et on sait que, par exemple, à Nantes, la rue du Pilori, ce qu'on appelle aujourd'hui le Pilori, il faudra faire un alignement en reculant les maisons, etc. Par bonheur, tout cela ne s'est pas fait. Mais enfin, voilà, les contrôles urbains avant le Code civil, il est déjà établi par les élites administratives, la bureaucratie, la technocratie de l'Ancien Régime. Alors, énormément de thèses, de mémoires de maîtrise d'histoire et aussi d'histoire de l'urbanisme et d'architecture ont été faites, notamment en Bretagne, sur les villes bretonnes, Dinan, Rennes, Vannes et ainsi de suite, par des étudiants. Et c'était dans les années 70-80. Et on a la chance en Bretagne parce que le fonds de l'intendance de Bretagne, qui est aux Archives d'Ille-et-Vilaine, est extrêmement riche. Et pour nous, c'est une source incomparable pour continuer à contrôler l'urbanisme de nos villes. Et en tout cas, c'est des documents aussi qui concernent la conservation du patrimoine urbain. Parce qu'on sait ce qui a survécu, et ce qui a été arraché, et ainsi de suite. Voilà. Et sur les villages, je ne sais rien, à part, voilà, à part la libre... voilà. Voilà. Ceci dit, vous savez qu'au XIXe siècle, pour des questions de salubrité, etc., beaucoup de villages vont changer, vont être dépolarisés et repolarisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au départ, il y a le château, l'église, et puis, bon an, mal an, les routes vont être élargies, et puis la route napoléonienne, elle va passer, elle va éviter le village. C'est les premiers contournements de ville, si vous voulez. Et puis, la route elle va aller un petit peu loin du noyau du village, 50 mètres, 100 mètres. Mais le nouveau village, les nouvelles constructions, des années 1830, 1840, etc., elles vont se repositionner, bref, être polarisées selon la nouvelle voie. Qui contrôle ça? La préfecture. Il faut aller voir la préfecture. C'est incontournable. Et là, on aura vraiment des prescriptions pour l'élargissement des rues, des routes, et ainsi de suite. Puisque la préfecture, finalement, c'est la survivance de l'intendance de Bretagne. Voilà. Et là, les règlements d'urbanisme existent bel et bien. On a, voilà, je pourrais vous donner une bibliographie si vous voulez, mais les règlements d'urbanisme peuvent être consignés dans des dictionnaires de l'urbanisme de toutes les années. 1830, 31, 32, 33, etc. On peut trouver ça dans les archives, bien sûr, mais quelquefois ça peut traîner aussi dans les bureaux de monsieur le maire, c'est-à-dire dans les belles armoires vitrées qui ferment à clé. Et il y a des trésors là aussi. Je dis, on regorge de ressources chez nous. Voilà. Donc, à voir. Est-ce que les archives, justement, notariales sont numérisées Alors, la réponse est non, elles ne sont pas numérisées. Pourquoi ? C'est aussi simple que ça, c'est qu'en érigeant les archives comme patrimoine commun de la nation, on a érigé en même temps le souci de la protection de l'individu, la protection de la vie privée et la protection donc de la généalogie. Donc ces archives ne sont pas publiques,
mais elles ne sont pas publiées par Internet, elles sont consultables par le public, ce qui est un petit peu différent, mais pour éviter les tentatives de fraude, évidemment, et de remaquillage de faits authentiques. Mais au préalable, on vous donnera, si vous allez dans les archives départementales, aux archives départementales, on vous donnera à signer voilà, un contrat, une sorte de contrat sur lequel vous vous engagez évidemment à publier, à ne pas divulguer des informations, etc. Donc les archives notariales sont des archives départementales, oui, mais pas toutes. Il arrive que encore des études notariales n'aient pas donné tous leurs papiers 16e, 17e siècle aux archives départementales. Voilà. Type de matériaux utilisés pour les couvertures, oui. Il y avait une obligation ou un choix concernant ardoise ou tulle sur la suite. Alors, je vais vous répondre, je ne vais pas évacuer la question, mais je vais vous répondre par quelque chose d'intriguant. J'étudie une maison qui date de 1740 et on est là sur Houdon, donc on traverse la Loire, de côté Barbechat, on traverse, on est à Houdon. Et sur cette maison-là, eh bien, la maison, elle est à la fois couverte en ardoise et en tuiles, et attention, sur le même versant. C'est-à-dire que peu importe la pente des toits, on a de la tuile et on a de l'ardoise. Curieux. Aujourd'hui, monsieur l'ABF, quelqu'un qui est en charge de la conservation pour l'homogénéité d'un paysage urbain, un paysage villageois, patrimonial, etc., on va vous dresser une obligation, avec une certaine pente de toit, de faire... Voilà. Tel n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il y a une dérive là aussi, je reviens après à votre question, il y a une dérive là aussi, c'est-à-dire de fétichiser le matériau dans l'architecture d'un parc naturel, régional, rural, etc. Non, l'architecture rurale n'a pas à être folklorisée. Avant d'être folklorisée, c'est vivant, ça a été vivant. Alors des architectures qui ont encore sur le même pan de toit, différents de la lauze, de la tôle, eh bien oui, la tôle, lauze, tuiles plates, tuiles violon, etc. Ça existe à foison, en Auvergne, ça existe ici, ça existe partout, ça existe dans la vallée de la Loire, hein, si on n'est pas loin de Loches, etc. Vous allez voir de l'ardoise et de la tuile plate. Alors, pour revenir à notre exemple, sur Houdon, je ne sais pas si c'était de la tuile canal, je ne sais pas. C'est pas mentionné en tout cas. Donc, est-ce qu'il y avait des prescriptions? Je ne crois pas, puisque pour un roturier, il était libre de construire, de bâtir à sa guise. Qui était le contrôleur? Les experts. Experts couvreurs, experts maçons. Ça, oui. Ça, oui. Et en cas de malfaçon, évidemment, il y avait sanction. Voilà. Voilà, je pense avoir répondu. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un trop-plein, si vous voulez, hein, un trop-plein d'attributions législatives, documents techniques unifiés, bref, d'obligations professionnelles, quoi. Je signale que, par exemple, pour la lauze, c'est annexe, mais pas tant que ça. Pour la lauze, il n'y a pas de DTU pour couvrir en lauze. Donc en dalle, hein, on n'est pas loin de l'Anjou, on est tout près de l'Anjou, en dalle et puis en dalle, etc., il n'y a pas de DTU. Voilà, ça peut être valable aussi pour la Bretagne, hein, l'Anjou, bien entendu. Hein, voilà. Donc c'est une invention récente, hein, tout ça. Oui? Les fameux experts, ils viennent d'où? Ils sont commandités par qui? Ils sont payés par qui? Et quel est leur pouvoir de coercition? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ces experts, à ma connaissance, ils ne sont pas payés. Ce sont des voisins. Ce sont des pairs. Un petit peu si, par exemple, on prend les architectes des monuments historiques. Les architectes des monuments historiques, entre eux, ils se contrôlent, ils vérifient les travaux des uns et des autres. Ça fonctionne un peu comme ça, les experts. Les experts, c'est des gens, ce sont vos pairs, ce sont vos semblables, dans le territoire d'une commune. Dans une commune, il y a 3 maçons. Ben, il y en a un qui va construire, ok, ben, les 2 autres maçons vont être experts du 3e. Ça marche comme ça. Pour être expert, attention, la coutume de Bretagne exige qu'il y ait un serment. On lève la main droite. Alors, on les a, c'est facile, j'ai beaucoup de cas sur le cellier, Houdon, etc. Hein. Les experts, on lève la main droite et on se livre donc à un rituel dans lequel on va répéter fidèlement, de se conformer fidèlement à la commission. Commission, c'est-à-dire qu'on est commis. On ne reçoit pas une commission, hein. On exécute une commission. Hein. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'argent. Mais oui, mais parce que c'est interchangeable. Le maçon 1 qui a bâti va devenir expert du maçon 2 qui va être... Voilà. C'est comme les architectes en chef un petit peu. C'est la position du tiers qui tiers. finalement garantit l'équité vis-à-vis des 2 parties. Voilà. C'est ça qui fait et qui permet la fois d'après à celui qui a été expert de pouvoir bénéficier finalement de la même neutralité qui va faire qu'il ne va pas être lésé d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Je pense que c'est ça, et c'est finalement admis, parce que c'est l'intérêt commun qui parle. On est dans cette trajectoire évidemment de la construction de l'individu, mais le collectif l'emporte encore sur l'individu, hein, donc voilà, vous avez parfaitement raison. Ouais. Je reviens sur cette histoire de matériaux utilisés pour oui. les couvertures. Je crois que c'est essentiellement une question de budget. Alors même aussi. Aujourd'hui, on trouve encore des couvertures parties en tuiles, parties en ardoise dans les mêmes bâtiments. Ouais. La tuile revient moins cher que l'ardoise. C'est vrai. Et c'est plus rapide à poser, ça dure plus longtemps. C'est sûr, vous avez raison. Alors, il y a un cas, j'ai oublié de parler d'un cas tout à l'heure sur les couvertures. Il y a un registre juridique dans lequel, ou sur lequel, ou avec lequel, on contraint le matériau. C'est lorsqu'un propriétaire donne en location à un locataire, donc. Ce locataire est tenu de réparer les couvertures, notamment les couvertures de glé, glé c'est chaume, en gros c'est ça, hein, roseau, etc. Alors on voit ça sur Guérande, hein, le roseau il est partout, dans les archives hein, je parle. Hein. Alors là, le locataire est tenu de donner 3 à 4, et c'est général en Bretagne, hein, c'est la coutume de Bretagne qui régit la sous-location, la location. Le locataire est tenu de donner 3 ou 4 journées de travail à la réparation, qu'il fait lui-même, des couvertures en chaume. Ça, il le fait lui-même. Et sinon, ces restrictions par contagion, si vous voulez, je suis prêt à penser, même si je ne l'ai pas prouvé, que s'il y a destruction, endommagement d'une couverture de tuiles, eh bien, le locataire doit pourvoir à la réparation en tuiles. Mais j'avance des choses, peut-être, je ne sais pas. Et là, il faudra peut-être étudier les baux de location, les baux ruraux, hein, même récents du reste. Je pense qu'il y a une survivance aussi de ces baux de location hein, qui dérivent d'un droit féodal. Hein. Il y a aussi ces choses-là. Donc, à voir, mais c'est intéressant, hein, pour suivre. Hein. Oui. Depuis 1804, oui. Le couvert, en cas de location, le couvert incombe au propriétaire. Ah oui, code civil. Code civil, ouais. La toiture. Ouais. C'est bien possible, voilà. Je fais le parallèle avec le code civil. Ouais. Ça fait partie des grosses réparations, finalement. Hein. Les réparations en dur, quoi. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir tout à l'heure on parlait des médecins là, qui préconisaient des grandes ouvertures, oui. Est-ce que le fait d'avoir des toutes petites ouvertures ou pas du tout, c'était uniquement parce que justement il y avait beaucoup de taxes à payer suivant les fenêtres Alors je vais répondre je réponds à ceci en disant que l'impôt sur les portes et fenêtres a eu très peu d'impact sur l'architecture, contrairement à ce qu'on peut penser. Pourquoi ? Parce qu'il a été établi en 1797 et il est tombé en désuétude en 1917. 1797-1917, bon, c'est un siècle des poussières. Sur la trajectoire de notre architecture rurale, donc qui prend à l'architecture savante, urbaine, etc., les matériaux, les plans, les seuils de sensibilité, les mentalités familiales, on peut dire qu'il y a des facteurs qui ont peut-être eu plus d'influence que l'impôt des portes et fenêtres. Il n'empêche que beaucoup, je pense à Château-Thébot, j'ai vu encore beaucoup de maisons murées, encore on voit les encadrements en briques, etc. Donc ça a eu de l'impact, certainement. Et il reste à le mesurer. Et là, on peut le mesurer que d'une seule façon, à mon avis. C'est en étudiant l'amplification des charges, enfin les impôts si vous voulez, et ça on peut le faire, hein. Il y a les registres d'impôts de tout un chacun, par commune, tout ça c'est aux archives, donc on pourrait jeter un coup d'œil là-dessus. C'est encore une piste que je donne, vous savez je donne plus de pistes que de réponses hein, finalement, hein, tant c'est vaste quoi. Le vitrage. La vitre c'est quand même quelque chose qui est plus coûteux, qui est moins disponible facilement qu'une pierre courante dans un mur. Ouais. Donc c'est des freins, ça aussi, et voilà, ça freine. Ouais. Avoir une fenêtre, c'est bien pour avoir la lumière, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir se payer ce vitrage qui est fragile, qu'il faut remplacer le cas échéant. Alors avant les vitrages, vous saviez ce qu'on avait, hein, oui, le papier, voilà, papier huilé ou toile huilée, on voit ça dans les archives, hein, toile huilée, lorsqu'il y a des inventaires après décès. Hein. Les toiles huilées, etc. Selon certaines sources que j'ai étudiées, le Seigneur interdisait de poser autre chose que de la toile huilée, c'est-à-dire du courant d'air, en clair du courant d'air. Au final, le peu de lumière que ça pouvait apporter par rapport à la chaleur perdue,
de verre, je pense que ça pouvait rentrer en ligne de compte, de peu motiver la taille des ouvertures. Je dirais que c'est curieux, vous avez raison de pointer ça, parce que c'est curieux comme des éléments tout à fait banals, tout à fait ordinaires, tout à fait communs, proches, nous sont quand même inconnus. À partir de quand la gouttière en zinc, à partir de quand dans l'archi rural le verre a supplanté, que sais-je. Et c'est tout à fait, voilà, décevant finalement de ne pas pouvoir répondre à ces questions. Alors il y a un historien qui ne s'est plus à chercher tout ça, c'est Daniel Roche, dans un ouvrage qui s'appelle Histoire des choses banales, qui est une source originale, étonnante. Mais là encore, les réponses ne sont pas, elles sont pas encore définitives. C'est l'histoire finalement, c'est la trajectoire de l'histoire. Rien n'est définitif. Ah si. Produire des verres plats, en soufflant, en faisant la bulle. Donc il y a deux façons à faire la bulle, ou alors en soufflant et faire un rouleau finalement, un rouleau. Et ce rouleau, on le déroule, on le coupe et on obtient des feuilles plates. Oui, donc là aussi, avant la vitrerie industrielle, il y a des relais de techniques pour arriver et puis pour atteindre l'archi rural. Est-ce que ça traduit peut-être justement l'absence d'archives de type fabrique, industrielle? Il y a énormément de fonds d'entreprises privées qui n'ont jamais été versés. Sans doute, oui. Et donc là, il n'y a pas de source. On reste face à un vide. Ouais, il y a un travail d'archive à faire, là, effectivement, sur les fournisseurs, et pour la quincaillerie, et pour la vitrerie, voilà, vous avez raison. Concernant les dimensions des fenêtres. Oui. Pour mettre fin aux maisons sans fenêtres ou aux pièces très sombres, à ma connaissance, la dernière réglementation date de 1948, où il a été défini que pour qu'une pièce soit habitable, il faut que la partie ouvrante de la fenêtre, les dimensions de la partie ouvrante de la fenêtre soient au moins 10% de la surface de la fenêtre. Voilà, c'est ça, de la surface de la pièce, pardon. On est un peu dans ce registre-là, oui. Toutes les constructions neuves à partir de 1948 ont toujours une surface ouvrante des fenêtres supérieure ou égale au 10e de la surface de la pièce. Oui, alors effectivement, c'est traduit dans les lois, dans les registres d'architecture, puisqu'il faut que, à partir donc de la reconstruction, il faut qu'il y ait 1,5 volume d'air renouvelé par heure, et c'est dans une pièce. Et c'est une survivance, là encore, des études hygiénistes et sur la salubrité. Voilà, on a empilé, puis on a articulé des préceptes de la médecine aériste, et puis de la médecine scientifique aussi, qui a supplanté tout ça. Ouais. Vous avez raison, oui. C'est encore valable aujourd'hui. Et oui. Oui. L'architecture, si vous voulez, elle a d'abord été privée, intime, et puis l'architecture même rurale, privée, intime, familiale, elle a versé dans le domaine public. C'est devenu un enjeu social, public, républicain même, école Jules Ferry, etc. Voilà, c'est aussi le destin de l'architecture anonyme, rurale, etc. Quelque part, il y a une dépossession, puisque c'est versé dans le domaine public, régi par des lois publiques, par monsieur le maire, par le préfet, etc. C'est le destin aussi de nos sociétés occidentales modernes, après tout. La puissance publique, et puis sa domination, en tout cas son ampleur, croissante. Voilà. Oui. Oui. Et en même temps, je me dis, on n'a pas vu de salle de bain. Je ne sais pas si une salle d'eau, ce cabinet de toilette, on a vu latrine, mais en fait, dans aucune des maisons que vous avez présentées, même dans des maisons... Salle de bain, oui. Ouais, donc, alors, on a chacun des... je pense qu'on a chacun des repères. Moi, mon étude prenait fin, si vous voulez, dans les années 1820. Voilà. Mais on a chacun nos repères qui peuvent être des repères familiaux, des repères régionaux, des repères d'histoire, etc. La salle de bain, alors dans les élites évidemment, ça arrive très tôt, on est bien d'accord, la salle de bain arrive avec la bourgeoisie, c'est l'époque d'Haussmann, c'est la Troisième République aussi. Bon, en gros, nous y voilà. La salle de bain n'existe pas dans les maisons
plus populaire, puisque les impressionnistes, on peut penser à... C'est Toulouse-Lautrec, non? C'est le Pastel, c'est Degas. Degas, hein, la toilette au broc, hein, au broc, au tube, broc et tube. Hein, bon. Encore dans les années 30, on a encore, vous savez, le pot, la faïence, qui se vend encore chez les antiquaires. Mais il y a un foison, là. Il y a, bon, la cote va baisser. Hein. Bien. Et ensuite, on passe... alors... Il y a les idéologies salubristes encore, hein, hygiénistes, etc., la vie au plein air, les colonies de vacances, etc., qui vont propager parmi les classes ordinaires, qui vont propager l'usage donc de la douche, du bain, en tout cas de la toilette à l'eau. Tout ça, c'est l'histoire d'une trajectoire. Et on arrive en gros dans les années 60-70 où dans le monde rural on commence à casser les salles communes et on commence à partitionner l'intérieur pour fabriquer des salles de bain. Années 60 et 70. Alors, il y a des livres, il y a des relations un petit peu ethnographiques ou anthropologiques, notamment une étude en Bourgogne dans les années 50-60. C'est Françoise Verdier, en Bourgogne, qui établit un petit peu la genèse de l'implantation des salles de bain en Bourgogne, dans un petit village complètement fermé et enclavé. Donc il y a des registres, il y a des études faites par le CNRS, bref, voilà, on peut trouver ça là. Je voulais dire aussi, à l'autre bout, donc le départ, la salle de bain, voilà, à l'autre bout, il y a quand même depuis les jésuites, dans... la trajectoire de notre architecture rurale en pierre qui s'amplifie, les jésuites vont interdire de se laver à l'eau. On se lave à l'eau au Moyen-Âge, on se lave à l'eau dans les étuves, il y a des bains publics au Moyen-Âge, et puis ça disparaît à l'époque moderne. Les jésuites considèrent la nudité comme maléfique. Les jésuites considèrent que voilà, il faut se couvrir pour procréer. On procrée mais on se couvre. Bref, le contact de la nudité de la peau, c'est à proscrire. Voilà. Tout ça va percoler aussi dans le monde rural, puisque on ne se lave pas. Louis XIV ne se lave pas non plus, d'ailleurs. Hein. C'est connu, c'est hyper connu. Et il y a suspicion aussi, on parle de l'air, mais l'eau aussi. L'eau, voilà. Suspicion, voilà. Elle trimballe aussi, voilà, vous avez raison. Ouais. Elle court, elle emmène tout un tas de choses. Parce elle qu'on apporte les ordures dehors, enfin bon, l'eau est aussi ambiguë et menaçante. Voilà. Et pour en finir, dans notre archi rurale, dans les populations rurales que j'étudie, eh bien, on ne se lave pas, mais par contre, on change de linge ou alors on accumule le linge sur soi. Ça ne fait pas forcément baisser les odeurs, mais les odeurs, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et puis, quand il y a des inventaires après décès, je tombe presque toujours sur des multiples de 26, de 52 ou de 13 chemises d'hommes. 26, 52, 13 chemises d'hommes. Donc, par semaine, voilà, on porte la même chemise pendant 15 jours. Et on fait la lessive au printemps. Alors ça, c'est curieux, vous allez voir ça, c'est drôle. 26, 13, 52. Voilà. Alors, relisons Daniel Roche, etc., l'histoire du costume, etc. Les dessous des femmes, c'est pas avant le XVIIIe siècle. Voilà. Ouais, pas avant le XVIIIe. Les hommes ont des caleçons. Il est composé au départ d'une seule pièce. Oui. Et puis, par la suite, cette pièce avait été coupée en deux. Oui. Pour faire une partie cuisine, une partie pièce à vivre. Oui. Et ensuite, la partie cuisine, il y avait un petit coin qui avait été isolé pour faire la douche. Ouais. Et que ce soit en Normandie ou en Nivernais, tout à fait. C'était tout à fait la même chose. Tout à fait, vous avez raison. Ouais. La salle commune va être, si vous voulez, elle va être partagée, partitionnée. Par exemple, là j'ai une salle commune. Le destin de cette salle commune, voilà, le destin de cette salle commune, tout le monde vit là-dedans. On vit à 8, 12, etc. pendant des générations, entre la fin du Moyen-Âge et puis 1970. Bon. En 1960-70, paf, l'Occident invente l'adolescence. Le rock'n'roll, la mobilette. Bon. Et l'ado, il a envie de vivre sa vie. Voilà, il y a des modèles américains, paf. Donc on est obligé de partitionner ça. Donc on va cloisonner. Voilà. Mais on continue toujours à vivre au su et au vu de tous. C'est-à-dire que c'est la salle commune qui va intégrer la première, le robinet, l'eau courante. Avant, il fallait sortir pour aller chercher vos puits. Donc l'eau courante, alors c'est à côté de la fenêtre ici, voilà. Et puis ici, il va y avoir le bahut, l'eau courante, donc l'évier. Et puis dans ce petit coin-là, c'est là où on va recevoir tous les réseaux.
dans les années 50, 60, tous les réseaux. Donc l'électricité, ça sera le premier petit chauffe-eau. Voilà. Donc chauffe-eau, donc on se lave au su et au vu de tout le monde. Intimité quand même, promiscuité, mais bien ordonnée tout de même. Bien, bon, il y a quand même de l'ordre là-dessous. Mais bon, on se rase, on se lave. Les dames ont de l'eau chaude. Voilà. Ceci dit, les hommes se lavent les mains, etc. Ils vont à l'extérieur quand on a soigné le cochon. Voilà, c'est ainsi. Voilà. Et puis la salle commune qui garde encore des fonctions, plusieurs fonctions, diverses fonctions. La salle commune va être complètement partitionnée. On va abattre ici, on va prolonger, etc. Bref, on va saucissonner, partitionner en fonction du nombre d'habitants et puis aussi des catégories d'habitants. Il y aura l'ado, il y aura la jeune fille, il y aura la petite pépette, il y aura, et ainsi de suite. Il y aura la chambre des parents. Intimité, la trajectoire pendant des siècles, la recherche de l'intimité qui va bouleverser donc les architectures. Voilà. Et pour en finir, on va arriver aujourd'hui où il y a la salle commune, et là c'est un retour en arrière, parce qu'il y a la salle commune, puis au-dessus il y a la mezzanine. Alors c'est source de conflit dans les familles. Voilà, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, la mezzanine, c'est voilà, le bruit, c'est la télé, le truc, les bruits de cuisine, etc. Donc c'est retour à la case départ. Salon, cuisine, mezzanine, l'ordinateur là-haut, bon c'est le plan standard, on voit ça partout. C'est un retour à la case départ, et là on essaie de réinventer de nouveaux modèles, mais on n'est plus dans une époque de changement, on est dans un changement d'époque. Là on change complètement les paradigmes depuis les années 2000-2010. Donc que vont devenir nos modèles familiaux? L'architecture, elle pose aussi toutes ces questions, y compris l'architecture rurale, ordinaire. Voilà, donc c'est ça aussi son intérêt, c'est pas quelque chose à mépriser, c'est pas un reliquat de l'architecture des pauvres, pas du tout, c'est aussi notre histoire, c'est aussi tous nos échos, voilà, ça prend en compte. Monsieur, peut-être? Oui, juste une dernière question. Vous avez présenté un croquis d'une maison. Oui. La Ragotière, peut-être? Dans votre exposé. Oui. Il n'y a pas du tout de volet. Est-ce que c'était la règle? Ah oui, alors là, je regrette sur la Ragotière. Je regrette parce que Non, mais je vais répondre à côté, parce que la menuiserie n'était pas prévue dans le marché, dans ce marché-là. Les contrevents n'étaient pas prévus. Et ça faisait l'objet sans doute d'un avenant au contrat, etc. Et en général, il y en avait. En général, il y en avait, on appelle ça des contrevents, ouais. Qui reprennent les contrevents des manoirs, etc. Oui, bien sûr.